Parcours de coach. Aujourd'hui dans le podcast Parcours de coach, nous allons parler de Palo Alto, de suradaptation et de pièges relationnels en entreprise. Des thèmes variés et riches donc, que nous allons aborder avec la coach Karine Aubry, qui a écrit 2 livres. Essaye encore, déjouer les pièges relationnels au travail avec l'approche de Palo Alto, coécrit avec Estelle Boutan, sorti chez Henrik B Éditions en 2020. Et puis, Trop bon élève au travail, attention danger, sorti chez Interéditions en 2021. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau parcours de coach, découvrez une coach passionnée qui aime partager sa pratique avec authenticité et simplicité. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Karine Aubry, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Je vais te décevoir, mais non, je m'en souviens pas. En fait, ce dont je me souviens, c'est une sorte de fantasme de faire des choses toute seule, de partir comme ça, avec un sac. Alors, quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? En fait, il y a un peu 2 phases. Quand j'étais vraiment toute petite, jusqu'à 3-4 ans, je crois que j'étais assez vivante, décidée, j'allais de l'avant. Et après, en fait, j'ai eu un petit frère qui est né quand j'avais 3 ans. Et ça m'a changé, parce que je pense que j'avais plus tout à fait ma place. J'ai commencé à m'adapter. Et donc, je suis devenue une enfant sage, polie, à part un peu à l'adolescence, mais globalement assez facile à vivre. Quelles étaient les professions de tes parents ? Mon père a fait beaucoup de métiers différents et sa profession principale a été DSI, directeur informatique. Et ma mère a fait du secrétariat et elle a élevé ses enfants. Alors, quelles études as-tu faites ? J'ai fait des études, au départ, qui ont été un petit peu décidées par d'autres. Donc, j'ai fait un bac scientifique parce que c'était le moyen d'intégrer un lycée à Rueil-Malmaison. La proviseure, à l'époque, a dit « Vous pouvez venir chez nous, mais il faut faire un bac scientifique ». Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait des études de lettres parce que j'ai suivi une amie qui se lançait. Ça m'a beaucoup plu, d'ailleurs. J'ai fait les classes préparatoires Hippocagne et Cagne. J'ai raté le concours de l'École normale supérieure. Et ensuite, je suis allée en fac faire des études de littérature française. Alors, quelle a été ta première partie de carrière ? Ma première partie de carrière, elle s'est décidée en fait par de petits boulots que je faisais. Je faisais des démonstrations de produits techniques et de logiciels dans les Fnac pour une agence. Et je me suis retrouvée à être embauchée par cette agence qui m'a proposé un poste. Donc j'ai coordonné au niveau national ces différentes démonstrations. Ce qui m'a amenée après à travailler directement pour le multimédia culturel avec une société qui s'appelait Montparnasse Multimédia. Vous faisiez quoi concrètement en fait, dans cette société ? C'est des CD-ROM interactifs ? Exactement. À l'époque, c'était des CD-ROM et des DVD-ROM interactifs avec les musées nationaux, par exemple le Louvre, Orsay. Donc, aller récupérer des photos en très haute définition des œuvres, permettre à l'utilisateur de naviguer dedans, de les voir de près, d'avoir des explications. Une sorte de guide à la maison, quoi. Exactement. Quelles sont les expériences de cette époque qui constituaient finalement le germe de la professionnelle de l'accompagnement que tu es aujourd'hui ? Je crois que ce qui m'a nourri, c'est mon parcours en entreprise, évidemment, à différents postes, dans différents secteurs. Mais ce qui a déclenché vraiment mon mouvement pour aller vers le coaching, c'est plus mon parcours à moi, en tant que personne. C'est-à-dire comment je me suis développée, comment j'ai découvert des ressources que je pensais pas avoir. Et puis, comment je me suis autorisée aussi à sortir d'une sorte de rail sur lequel je m'étais mise. Et à un moment, j'ai pris vraiment des bifurcations importantes, notamment une année sabbatique qui m'a beaucoup marquée. J'ai pris une année sabbatique parce que j'avais un projet. J'avais créé une ONG avec 2 ou 3 personnes dans le sud du Maroc, une ONG d'appui aux associations locales de développement et notamment d'aide en fait à la petite enfance et à la scolarisation des jeunes filles qui dans les palmeraies et dans les villages étaient un petit peu loin du collège ou du lycée. Donc comment les aider notamment à pouvoir se déplacer avec un vélo. Et puis aussi le reboisement des palmeraies, donc replanter des palmiers qui avaient été éventuellement vendus ou qui étaient morts. Donc toute cette période-là m'a amenée au moment de l'année sabbatique à prendre ces 11 mois hors entreprise pour essayer de développer cette activité-là. Donc aller chercher des fonds, mobiliser des bénévoles, développer des nouveaux projets. Donc pendant 11 mois, tu développes cette ONG et à l'issue des 11 mois, tu reviens en entreprise ou ça t'a donné l'envie de faire autre chose ou autrement ? Non, c'est pas à ce moment-là. Je suis effectivement revenue en entreprise. Déjà parce que je me suis rendu compte que développer une ONG, c'était énormément de travail. Aller chercher des fonds, c'était complexe. J'avais pas trouvé les moyens et les appuis pour ça. Je me suis aussi un petit peu perdue dans le surinvestissement à ce moment-là. Cette association, j'en étais la présidente, fondatrice. J'avais évidemment des gens autour de moi, mais je donnais énormément et sans doute trop. Ça m'a aussi aiguillée sur comment gérer son investissement. Voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équilibré. Donc je suis retournée effectivement en entreprise à ce moment-là. Mais probablement le germe était déjà présent à ce moment-là de faire autre chose.
Comment le virage vers l'accompagnement, vers le coaching s'est opéré pour toi? J'ai évolué pour moi déjà. Ça a commencé par quelque chose d'assez incroyable en équi-coaching. Et c'est pour moi une claque que de me rendre compte que j'attendais qu'on décide pour moi. C'est-à-dire j'attendais qu'on prenne des décisions, qu'on me dise quoi faire. Et je ne prenais pas ma place naturellement. C'est comme si j'avais complètement bridé quelque chose. Et de pouvoir ensuite travailler là-dessus, me faire accompagner, m'a donné envie d'être à mon tour celle qui va pouvoir aider des personnes à débloquer certains aspects de leur personnalité qui sont un peu endormis ou qui sont empêchés. Je crois qu'il y a quelque chose avec la liberté quand même. Donc, le coaching dont tu as bénéficié avec cet équi-coach t'a libéré de quelque chose, c'est ça? C'est ça, m'a ouvert une fenêtre. Ça a donné envie de reproduire et de proposer ça à des clients, c'est ça? Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que ce que j'ai vu chez ces différents coachs, j'ai eu envie, moi aussi, de le proposer ensuite. Et du coup, tu t'es formé à l'équi-coaching ou tu t'es formé au coaching? Comment ça s'est passé? À l'époque, j'habitais, et j'habite toujours d'ailleurs, au cœur de Paris. Donc c'était absolument illusoire d'imaginer faire de l'équi-coaching, surtout que pour moi, l'équi-coaching, c'est des chevaux qui sont en pleine nature, en troupeau, bien dans leur tête. Ça peut pas être des chevaux de club qui vivent en boxe. Donc je ne suis pas allée vers cette voie-là. Je me suis dit, je vais commencer par du coaching tout court. Et puis j'y suis restée. Et tu t'es formé où alors? J'ai suivi le cursus de MHD Coaching en 2010. MHD, je connais pas. MHD, c'est Marie-Hélène Dini. Ça s'est ensuite appelé l'École française de coaching. Est-ce que tu as suivi d'autres formations complémentaires par la suite? Absolument. Je me suis rapidement rendu compte que le coaching d'un point A à un point B, où la personne arrive avec un objectif clair, une vraie volonté de changement, il est assez rare en fait. Et que très souvent, on a plutôt affaire à des ambivalences face au changement, à des aléas, à des surprises sur la route. Et c'est là que je me suis dit, il me manque quelque chose. Notamment dans des coachings qui n'étaient pas réussis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui bloque en fait? C'était parce qu'il me manquait tout le pan Palo Alto et résistance au changement et positionnement de la personne vis-à-vis du changement. Et tu t'es formé où alors? Donc je me suis formée à l'Institut Gregory Bateson à Paris et rapidement je suis partie chez Virage Formation parce que je trouvais qu'à l'Institut Gregory Bateson c'était trop centré thérapie, j'avais besoin d'une formation avec des exemples plus entreprises. Rappelons que ce sont deux écoles qui forment à la systémique. Voilà, ce sont deux écoles spécialisées en approche systémique et stratégique dite de Palo Alto, donc exclusivement cette approche-là. Qu'est-ce que tu retiens de ces différentes formations et aussi de ce cheminement qui t'a conduit à être la professionnelle que tu es aujourd'hui? Alors, ce qui émerge pour mes clients, c'est un grand respect pour l'absence de changement. C'est un peu paradoxal ce que je dis. On est là en tant que coach, payé pour aider du changement et pour que ça fonctionne bien. La bonne position, à mon avis, c'est de ne rien forcer et c'est vraiment de ne pas avoir envie que l'autre change. C'est d'accepter que le client ait des revirements, ait des hésitations, bute sur des choses et c'est complètement OK. Cette approche, elle est qualifiée d'interventionniste parce qu'effectivement, le modèle amène à proposer des choses concrètes au client, à le challenger dans sa façon de voir de manière peut-être plus poussée qu'un coaching où c'est simplement une position basse et des questions. À l'inverse, je trouve que c'est un modèle qui n'est pas du tout interventionniste et qui est tout l'inverse, qui est tout le contraire d'interventionniste. Mais est-ce que tu veux dire que le coach dont la formation est du côté de Palo Alto et de la systémique n'a pas de projet pour son client ? Oui, c'est exactement ça. C'est le fait d'accepter de ne pas avoir de projet, de dire cette personne va bien faire comme elle veut, comme elle peut, et ce n'est pas à moi de la pousser dans un sens ou dans un autre. Donc c'est à la fois interventionniste sur la manière de faire au moment de proposer des actions concrètes, mais sur le projet, c'est non interventionniste. Donc une sorte d'accueil inconditionnel de là où en est le client. Et accueil du système plus large. C'est-à-dire le système aujourd'hui fonctionne comme ça. Ce manager avec cette équipe ont ce fonctionnement-là. Par exemple, il est très directif, il prend en main son équipe. Il trouve qu'il est un peu prof sur les bords. Ça fonctionne bon an, mal an. Les RH disent non, mais c'est pas la culture d'entreprise, on aimerait pouvoir changer ça. Mais qui veut le changement dans ce système-là ? C'est d'aller regarder ça et dire, après tout, si ça marche pas si mal, pourquoi vouloir changer ? Dans le coaching, quelle que soit la chapelle, normalement, le coach n'a pas de projet pour son client. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est pas ce que je constate dans mon observation du fonctionnement des coachs avec leurs clients. Mais dans ce cas-là, il faut les inviter très très vite à courir chez leur superviseur parce qu'il y a un sujet là. Sous couvert de proposer un outil, vont pousser le client dans un sens ou dans un autre. Tu veux dire dans un modèle, dans un système ? Oui, dans un modèle, dans un système. Si le coach arrive avec beaucoup d'outils, il oriente d'une certaine manière le coaching parce qu'il a décidé à ce moment-là où il pense que c'est bien que le client travaille là-dessus. Le fait de coacher à main nue, ça c'est une expression de Michel Giffard, je crois, que je trouve hyper intéressante parce que c'est le coach en tant qu'être humain qui accompagne un autre être humain mais sans avoir de projet pour lui et effectivement sans lui sortir une panoplie d'outils qui vont peu ou prou orienter le résultat. C'est ça. Donc du côté de Palo Alto, cette approche, la singularité, c'est de ne pas proposer d'outils, de systèmes qui normalisent ou qui donnent des typologies, c'est ça ?
Grosso modo, il y a ça, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de grille de personnalité par exemple, c'est un choix. Il y a aussi une position clairement de freinage par rapport au changement qui est atypique par rapport à d'autres modèles. Quand je dis freinage, c'est-à-dire que quand une personne arrive et veut un changement, on va plutôt avoir une position de prudence et de réserve en disant est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment changer ça ? Donc ralentir et questionner l'élan de changement. Voilà, c'est ça, et se montrer prudent en disant attention, ça va vous demander quand même des efforts, il y a des risques à le faire, êtes-vous bien sûr que vous voulez aller par là ? Et souvent c'est libérateur, parce que soit la personne n'avait pas une envie profonde de changement, et alors elle va simplement ne pas changer, choisir de ne pas changer et l'assumer, soit elle y allait mais elle n'était pas encore décidée, et ce freinage va avoir l'effet inverse, qu'elle se positionne réellement en disant non mais moi je veux vraiment ça. J'ai envie de développer ma prise de parole, j'ai envie de changer la manière dont je communique avec mon équipe parce que je sais que je suis trop direct et que ça blesse des personnes, etc. Ça la pousse à s'engager. Est-ce que le processus de transformation s'est opéré tranquillement ou est-ce qu'il y a eu des petites turbulences ? Se former à Palo Alto après s'être formé au coaching de manière classique, c'est pas la voie la plus facile du tout parce que on part d'un modèle initialement qui est orienté vers le résultat et la mise en place d'actions et de sous-objectifs vers un résultat. Avec Palo Alto, c'est quasiment l'inverse. On commence par freiner sur le changement et aller regarder le problème. Donc j'ai eu un petit peu de mal au début à m'adapter à cette façon de voir et ensuite je l'ai faite mienne et maintenant c'est plus simple. Mais si vous voulez vous former à Palo Alto, peut-être commencer par là. Donc est-ce à dire qu'il y avait une sorte de grand écart un peu entre ces deux approches et qu'il fallu après réconcilier et trouver un moyen d'articuler tout ça ? C'est exactement ça, un grand écart, c'est bien le mot. Et ça t'a pris un certain temps, j'imagine, de réconcilier les deux approches et de faire quelque chose qui est de l'ordre de la synthèse de ces différentes formations ? Ça m'a pris 6-7 ans pour commencer à bien intégrer tout. Et aussi une recherche que je mène avec un collègue, Frédéric Demarquet, d'ouvrir vers une synthèse des modèles systémiques. De dire on peut faire à la fois une approche orientée problème et une approche orientée solution. Il n'y a pas antinomie ? Non. Là aussi, c'est un grand écart en tout cas. Oui, c'est un grand écart sur le papier. Il y a d'ailleurs des chapelles bien identifiées. C'est un vaste sujet. C'est effectivement une recherche qu'on mène depuis plusieurs années en ayant observé que, pratiquant ces deux modèles, parfois il nous arrivait de faire des combinaisons. Pour développer ça, il faut repréciser peut-être que l'approche de Palo Alto, c'est dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc comment toujours plus de la même chose fait toujours plus du même résultat. Et ayant identifié ce toujours plus, on va essayer de le désamorcer. L'approche orientée solution qui vient de Steve DeShazer, qui était lui-même issu de Palo Alto d'ailleurs, il en est parti en disant vous parlez trop de problèmes, ça enferme le client dans le problème, en gros. Donc mettons-le dans un espace de créativité et de solution. On oublie le problème. L'idée c'est que on met là le client dans des espaces complètement différents. D'un côté, on lui dit comment fonctionne ton problème, comment tu y contribues et comment tu peux changer. Et de l'autre, on dit oublie que tu as un problème, regarde comment ça se passe quand ça va mieux. Évidemment que c'est pas adapté aux mêmes personnes, aux mêmes situations. Néanmoins, si on respecte une condition qui est mon intervention ne va pas alimenter les tentatives de solution du client, c'est-à-dire ne va pas l'amener à faire encore plus de ce qui ne marche pas, alors il se trouve, on a observé qu'on peut mêler des parties de ces deux modèles à différents moments de l'accompagnement. Par exemple, on a une personne qui est bloquée sur la prise de parole, qui fait des crises d'anxiété vraiment avant de prendre la parole, qui se met parfois à avoir des vomissements, des insomnies, des choses vraiment très très dures. On peut commencer par l'approche de Palo Alto en faisant venir l'anxiété avant pour faire paratonnerre et que cette anxiété ne s'exprime pas sur scène. Et paradoxalement, quand on fait venir du stress ou quand on fait venir des peurs, ça leur enlève de la force. Ça, c'est la première phase. Et quand cette personne commence à avoir trouvé le bon mouvement et qu'elle arrive à mieux gérer son anxiété, on peut par la suite, en consolidation du changement, utiliser l'approche orientée solution pour nourrir les exceptions, dire tiens, les fois où ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu as su mettre en place, comment tu l'as fait, qu'est-ce que tu peux reproduire de ça. Donc c'est des approches aussi, on parle d'approche appréciative, c'est un modèle qui est assez à la mode, c'est la même chose, c'est dire qu'est-ce que tu sais faire quand tu sais le faire. Appreciative inquiry. C'est ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il est possible de combiner certains aspects des deux modèles, mais l'idée, c'est de faire de la dentelle, quoi. Il faut être assez subtil. Oui, il faut faire attention, effectivement, à comment on utilise les deux modèles. Respecter une rigueur, ce sont des modèles qui sont rigoureux, la systémique. C'est à la fois très humain, très intuitif, très vivant, et en même temps, c'est très rigoureux. Il y a un modèle scientifique qui sous-tend tout ça. Enfin, quand je dis scientifique, qui est basé en tout cas sur beaucoup de pratiques, qui a été documentée et des analyses. Mais c'est-à-dire qu'il faut être bien supervisé à ce moment-là pour que le client ne pâtisse pas d'une erreur, parce que le risque éventuel, c'est qu'il y ait l'utilisation d'un aspect d'un modèle qui soit pas bien compatible à la situation du client. Bien sûr, le risque même de faire du bricolage qui fonctionne pas, au mieux et au pire de faire du mal, oui, c'est possible.
Voilà, moi je pourrais avoir une inquiétude sur la congruence de l'accompagnement dans son ensemble avec deux approches qui ont quand même des éléments opposés. C'est une vraie question et je crois que c'est trouver des éléments de cohérence sur l'ensemble de l'intervention. C'est arriver à trouver un fil directeur et dire je m'appuie là-dessus et après je peux naviguer. Ça demande de la pratique. Et donc c'est un livre que tu es en train d'écrire avec Frédéric Demarquet, c'est ça ? C'est ça. Bon, faudra revenir pour en parler. Voilà. Alors je te propose à présent, Karine, d'écouter un premier extrait sonore que tu as choisi pour faire un premier intermède à notre entretien. Ah, Charles, t'as fait part de mes conditions à tes amis ? Éric Masson, je suis positivement enchanté. Moi aussi, tout le monde est enchanté. Alors, c'est fait. Seulement, comment dire, mes amis trouvent la note un peu salée. Quoi ? Ne trouvez-vous pas un peu excessif de prendre 50% à vous seul ? Ah, messieurs, mettons-nous bien d'accord une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude d'apporter mon concours dans les fêtes de charité. J'ai des exigences, vous êtes libre de les accepter ou non. Mais si vous acceptez, mettez-vous bien dans la tête que mon pourcentage ne sera remis en question à aucun moment de l'opération. J'en fais une question de principe. J'ai un excellent avion qui part sur le coup de midi, il ne me faut pas plus de 10 minutes pour faire mes valises. Mais Maître Lucas n'a pas voulu dire ça. Ni ça, ni autre chose, j'ai horreur des pouces mégots. Alors, nous sommes d'accord ? Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Alors, il s'agit d'un extrait du film franco-italien Le Cave se rebiffe, réalisé par Gilles Grangier sur des dialogues de Michel Audiard, sorti en 1961. Alors, pourquoi ce choix, Karine ? Parce que j'adore ce personnage joué par Jean Gabin, le DAB. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, DAB, c'est distributeur automatique de billets. C'est vraiment très drôle. Il est un peu aux antipodes de ce que j'ai pensé être pendant des années. Et en fait, il y a un peu de ça chez moi, dans un coin, donc j'aime bien. Ça m'inspire, si tu veux, parfois plus direct dans certaines situations. Et j'aime beaucoup. Peut-être juste pitcher un petit peu le film. Des truands décident de se lancer dans la fausse monnaie sans rien connaître de cette activité. Alors ils décident donc de faire appel à un expert, Jean Gabin, alias le DAB, qui décide de prendre l'affaire en main. Sauf qu'il apprend que le graveur, donc celui qui va faire les plaques pour imprimer les faux billets, est un cave. C'est-à-dire que dans le langage des truands, c'est un être ordinaire, crédule et ignorant des pratiques et des codes du milieu. C'est quoi le message sous-jacent que tu donnes finalement en choisissant ce film et cette ambiance qui est très très particulière? C'est plus sur le caractère du personnage que j'ai choisi cette séquence-là. Son langage fleuri. Michel Audiard, évidemment, les dialogues sont impayables. Je crois que c'est dans ce film qu'il dit aussi ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres. C'est un personnage qui est quand même un peu odieux, en même temps hyper attachant. Donc j'aime bien ce mélange. Moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est qu'il est en posture haute quand même. Ah oui. Le cave n'est pas forcément celui qu'on croit parce que le graveur s'avère au final beaucoup plus subtil qu'il y paraît et par contre ceux qui sollicitent Jean Gabin sont les caves réels, c'est-à-dire que vraiment ils connaissent rien au business. Et donc je me suis dit tiens c'est marrant, elle choisit un extrait où le personnage principal auquel tu es le plus attaché est en posture haute, voire gentiment condescendant. C'est vrai qu'il est en position haute. Je vois aussi le câblage de la colère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pour moi est équipé de ce qu'il faut pour réagir vis-à-vis des autres. Et j'accompagne régulièrement des personnes qui n'ont pas ce câble interne. C'est-à-dire qu'il leur arrive des tas de situations et c'est dommage, ça m'arrange pas. Mais il y a quelque chose qui ne se réveille pas en termes d'énergie pour aller se positionner, lutter, contrer, dire son désaccord. Pour toi, le personnage incarné par Jean Gabin modélise une façon d'être connecté à soi et à ses émotions ? Oui. Et que les autres personnages, en fait les autres truands, sont eux plus coupés quand même de leurs émotions. Un peu plus, oui. Lui, je trouve qu'il est très congruent, quoi. Il n'est pas d'accord, il le dit. Il n'a pas de temps à perdre, il le dit. Qu'est-ce qui, au fond, peut parler un peu de toi à travers ce choix ? Pour moi, ça parle d'une partie de ma personnalité qui a disparu pendant quelques décennies, c'est-à-dire une partie très affirmée. J'ai passé une partie de ma vie à me conformer à ce que je pensais être les attentes des autres, à être agréable. On disait que j'étais quelqu'un de doux, de discrète aussi. Et je crois que j'ai retrouvé mes couleurs après quelques années, dont une part de ça aussi. Mais est-ce que c'est les différentes formations que tu as suivies qui t'ont permis de retrouver ces couleurs, de retrouver ta vraie nature ? Il y a vraiment ça, il y a le travail personnel et il y a effectivement les formations et à quel point ça peut nous confronter à des choses qui ne restaient plus qu'à assumer. Cette part très affirmée, décideuse, voilà. T'as cessé de suivre le « sois gentil ». Ouais. J'ai mieux équilibré les deux. Je pense que j'ai une palette relationnelle beaucoup plus vaste aujourd'hui qui me permet de faire plein de choses dans mon métier, dans ma vie aussi. C'est essentiel de faire un travail personnel, tu l'as pas encore dit, mais je pourrais entendre qu'il s'agit de thérapie.
Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux expliciter le type de thérapie que tu as suivi en parallèle de tes formations pour t'aider finalement à faire émerger en toi la professionnelle de l'accompagnement qui est équilibrée et qui est capable d'accueillir de manière inconditionnelle ses clients, etc., sans projeter, etc., etc., etc. Ce qui quand même est la base absolue de notre métier. Le professionnel de l'accompagnement qui fait pas un travail sur lui, il peut faire toutes les formations qu'il veut. Ça sera très compliqué d'être un bon professionnel puis à passer son temps à faire des projections. Alors que celui ou celle qui a fait un travail sur lui, sur elle, est capable quand même de faire la part des choses. Surtout si en parallèle, il y a effectivement la supervision. En tout cas, c'est ma perception. Hein. J'ai envie d'ajouter qu'effectivement, le but, c'est de trouver une tranquillité intérieure qui laisse une disponibilité à l'autre et une absence de projet pour l'autre. Et que tant qu'il y a des choses qui nous travaillent intérieurement, elles vont s'inviter dans la relation d'accompagnement. Pour répondre à ta question, j'ai commencé par une chapelle qui m'a pas bien réussi. Pour faire simple, épisode de ma vie pas facile, médecin traitant, je pleurais, il m'a envoyé chez le psychiatre, médicaments et entretien, qui n'ont servi à rien, sauf à endormir la bête, qui s'est réveillée 1 an plus tard, et là, boum, ce chagrin qui était pas bien digéré, c'est là que je suis allée le travailler autrement et que j'ai ouvert des tas de portes. J'ai engagé ce travail qui est par phase, mais qui finalement est un peu tous les jours. Quand on a introduit de la conscience sur comment on fonctionne, pourquoi j'ai réagi comme ça à cet instant. Encore ce matin, j'ai une interaction avec quelqu'un de ma famille. Je me dis, tiens, pourquoi j'ai réagi vivement comme ça ? Ah oui, ok, c'est ça. Et j'ai trouvé ce que c'est et je sais quoi en faire. Je trouve que cette conscience, elle nous guide au quotidien. Donc, j'ai, pour répondre sur la chapelle, commencé par le psychiatre un peu classique, qui n'a pas pu m'aider sur ce dont j'avais besoin. Et ensuite, j'ai testé plusieurs approches. On m'a recommandé l'EMDR. Peut-être préciser, l'EMDR, c'est le travail sur les mouvements oculaires pour atténuer certaines conséquences dans la vie d'aujourd'hui de traumas plus anciens. Ça a été inventé, je crois, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Oui, c'est ça. C'est une méthode relativement récente, mais qui, semble-t-il, fait le boulot, quoi. Voilà, fait le boulot quand il y a une très forte charge émotionnelle qui est restée associée à un événement. J'ai également fait un travail analytique à un moment et j'ai interrompu un moment parce que c'était pas ce que je voulais et là je pense que c'était un acte fort. D'ailleurs mon livre est arrivé juste après. Psychanalyse, jungienne, freudienne ? Freudienne. Donc classique en France. Et après ? Après, j'ai fait un travail un peu plus tard avec un coach, multiples approches, systémiques, PNL et autres, qui m'a beaucoup aidé aussi, avec beaucoup d'humour. Et ça, moi, j'ai besoin de l'humour. Ça manquait d'ailleurs dans la psychanalyse. Ça manquait de feedback, ça manquait de confrontation et ça manquait d'humour. Donc c'est ça qui n'a pas bien marché pour moi. Après, ça apporte plein d'autres choses. Hein. C'est extrêmement intéressant pour se dévoiler progressivement. J'en oublie sans doute plusieurs étapes comme ça d'accompagnement que j'ai suivies. Et évidemment, les différentes formations que j'ai faites aussi. Quand je me suis formée au dialogue intérieur, clairement, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi. Ce que j'entends aussi en sous-jacent, et je pense que c'est bien de le répéter pour les auditeurs, les auditrices, c'est que faire un travail sur soi, c'est pas un travail un instant T et s'arrêter. C'est finalement presque une hygiène de vie au quotidien. Pour moi, oui. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit un jour, j'ai pas complètement nettoyé tout ce qu'il y a à nettoyer, mais pour moi, on nettoie pas. On met de la conscience, on met de la lumière, on sait pourquoi on fonctionne comme ça, on l'accepte, on l'intègre, on ajuste et on régule aussi ce qui est à réguler. Et je fais le lien avec le métier de coach. Pour moi, ce que j'ai retenu aussi de ces formations, c'est que ce n'est que le début. Ah bah oui, parce que le diplôme de coaching, quelle que soit l'école, finalement, c'est le permis de conduire. Mais après, il faut conduire. Après, il faut pratiquer. Et même en pratiquant, encore, on va ouvrir, comme dans les jeux vidéo, le niveau suivant. Ce choix de film nous amène très très loin. Merci le DAB. Alors Karine, j'entends que tu as fait à un moment donné quelques années en psychanalyse et que ça n'a pas été aussi soutenant que tu aurais espéré. Qu'est-ce qui fait que tu as été voir ce ou cette psychanalyste ? En fait, je faisais de la supervision collective avec d'autres coachs auprès d'un superviseur. Et il se trouve qu'un jour, sur une des supervisions, j'ai relaté un cas et le superviseur, qui était peut-être assez en forme ce jour-là, m'a fait redescendre tout en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Mais tu t'es formé où ? En gros, viens faire une formation chez nous parce que là, il manque des briques. » J'ai un sous-entendu qui était assez désagréable pour moi et surtout face auquel je n'ai pas su réagir. Il y avait le groupe, il y avait la position très haute du superviseur et je me suis retrouvée comme à l'école, me faire taper sur les doigts. Et donc il m'a très vivement conseillé un travail sur moi, sauf que j'étais un peu démunie, j'ai dit d'accord mais qui, quoi, où, comment ? Il m'a conseillé sa femme. Qui était thérapeute ? Oui, qui était thérapeute, inspiration analytique, oui, psychanalyste. Donc en fait, il t'a apostrophé publiquement, c'est ça, devant tout le groupe ? Ah bah oui, il m'a mis un carton, après ça arrive, hein. Bon, c'était pas fait avec une grande bienveillance, c'était peut-être une erreur sur le moment. J'ai pas bien vécu la chose, oui. Donc j'étais très déstabilisée et très bonne élève à dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'améliore. Sans me dire, attends 2 secondes, il s'est passé quoi là Et donc t'as suivi une psychanalyse avec sa femme ? Oui. Ben disons, ils m'avaient garanti tous les deux la confidentialité et là-dessus, je pense que c'est le cas. Néanmoins, après coup, je me suis dit, bof, ouais.
C'est pas très éthique, ça, quand même, de refiler une cliente à son conjoint ou sa conjointe. Ah ouais, c'est un peu surprenant. Tu as fait un chemin avec cette femme avant de te rendre compte que c'est pas, en tout cas, l'approche qui te convenait à ce moment-là. Pour moi, ce que j'en retire, c'est 2 choses. Oui, ça apporte une meilleure connaissance de soi, mais en beaucoup de temps. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui permettent d'aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, je l'ai dit sur le dialogue intérieur, j'en ai parlé avec Isabelle Demeur, j'ai dit honnêtement, ce truc-là, je ne vais pas dire que ça remplace une psychanalyse, mais ça fait avancer très très vite. Et la deuxième chose, ça ne fonctionne pas, pour moi, quand on a un problème, d'en parler, et d'avoir quelqu'un qui fait et qui parfois pose une question, ça ne suffit pas. Quand il y a un problème, il faut prendre le taureau par les cornes. Soit c'est pas un problème, soit c'en est un et on l'adresse, mais pas rester à tourner comme ça, comme si une vérité ou une piste allait émerger, mais rien n'émergeait. Pourquoi ? Parce que moi j'étais enfermée dans ma vision et que personne venait me dire « tu as raison d'avoir ta vision » et il y a une autre vision à côté. Et c'est ce geste-là que moi j'ai travaillé avec mes clients. C'est vous avez raison et on peut aussi regarder sous un autre angle et les deux sont vrais. Donc faire un pas de côté, aider le client à regarder différemment la situation. Mais oui, on ne peut pas raisonnablement parler d'un problème pendant 3 ans sans qu'il se passe rien. Et ça, c'est aussi intéressant, je pense, de le partager. Merci de le faire parce que, personne n'est parfait, même pas un superviseur. Bien sûr. Être critique par rapport à ce que le superviseur ou la superviseure nous dit et nous propose. Et puis quand même, il y avait peut-être une petite notion éthique. Pour moi, en tout cas, vu de l'extérieur, ça me semble un peu cavalier de l'avoir fait comme ça. Effectivement, la notion d'éthique est importante toujours à avoir à l'esprit. Moi, je prends en tant que praticienne, que coach, des habitudes, et c'est bien régulièrement que je les re-questionne, dire tiens, ça c'est ok, tiens, pourquoi j'ai accepté cet accompagnement, etc. Tu disais personne n'est parfait. La position de cette personne, de ce superviseur à ce moment-là, elle n'existe que parce que le groupe l'accepte aussi. Et c'est ça, moi, ce que je travaille aujourd'hui avec mes clients, c'est comment, dans l'interaction, chacun rend possible qu'il continue à avoir cette position haute. Tout comme le DAB a cette position haute parce que les autres acceptent. Ils ont besoin aussi, en plus, parce qu'ils sont nuls. Ils n'y connaissent rien, ouais, c'est ça. Chacun est pris par ses enjeux. Et à ce moment-là, on accepte, j'ai besoin, donc j'accepte d'être maltraité. Je suis dans un conseil syndical d'immeuble, le président est odieux, mais il fait bien le boulot, donc j'accepte qu'il me parle mal parce qu'il fait bien le travail. Oui, il y a une sorte de co-responsabilité. C'est ça. Ok, je te propose de passer à la suite et de parler à présent en fait de 2 de tes livres. Je dis 2 parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant et il y en aura peut-être d'autres après en tout cas. Il y a une certaine appétence chez toi à l'écriture, manifestement, à la théorisation et à la rendre relativement accessible, ce que je trouve hyper intéressant puisque tes livres sont lisibles. Je dirais pas ça de tout le monde. Alors je te propose de commencer par le livre qui s'appelle « Essaye encore, déjouer les pièges relationnels au travail avec l'approche de Palo Alto ». C'est sorti chez Henrik B Éditions, c'est la 2e édition et c'est sorti en 2020, je crois. C'est une coécriture avec Estelle Boutan. Alors pourquoi avoir écrit ce livre, Karine ? Coécrit ce livre ? Alors, on s'est rencontrés avec Estelle Boutan en formation. On a échangé sur certains aspects du changement et notamment cette grande question, est-ce qu'il faut persévérer dans un changement et que peut-être ça va finir par aboutir ou est-ce que c'est pas le bon axe et qu'on est juste en train de planter des graines dans une terre stérile ? Donc ces échanges-là, sous forme d'articles, puisqu'elle écrivait aussi, nous ont amenés à nous dire, mais tiens, et si on écrivait ensemble un livre ? Parce que sur l'approche de Palo Alto, il manquait finalement des livres autour de l'entreprise. C'est une approche qui a été très très bien documentée sous l'angle thérapie familiale. Et ça manque en fait de livres sur l'entreprise. En dehors de Lucie Gill, comment réussir à travailler avec presque tout le monde, que j'aime beaucoup, qui date un petit peu maintenant. Donc on s'est dit toutes les deux, tiens, et si on écrivait ? Et Estelle a rencontré Henrik Barbillon, qui dirige Henrik B Éditions. Et il y a eu ce projet qui est né, donc on l'a écrit ensemble. Alors je te propose de faire un petit glossaire. Comment tu définirais un piège relationnel ? Alors un piège relationnel, comme l'idée de piège, c'est quelque chose qui se referme. C'est le moment où une personne poursuit des tentatives de plus en plus intenses ou de plus en plus répétées pour résoudre une situation relationnelle et s'enferme dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte que ça fonctionne pas bien, elle fait un peu plus fort et ça crée des conséquences qui abîment la relation. Par exemple, si tu essaies de convaincre quelqu'un de ton point de vue, les écologistes aujourd'hui, dont je fais partie, on essaie de convaincre des personnes qu'il faut changer certaines pratiques. Et nous avons tendance à nous enfermer dans une force de conviction, dans des exemples, mais regarde, tu ne peux pas continuer. Et plus l'écologiste fait ça, plus la personne en face défend son approche à elle, ou sa vision du monde, ou son besoin, tout simplement, ou sa liberté. Et donc, il y a une escalade, ce qu'on appelle une escalade symétrique. C'est plus d'insistance, plus de résistance. C'est un type de piège relationnel dans lequel on peut tomber. Palo Alto, qu'est-ce qui fait qu'elle est pertinente aujourd'hui encore pour l'entreprise ? Je pense que dans l'entreprise,
Il y a beaucoup de forces qui s'exercent les unes contre les autres. J'ai un peu l'image qui me vient de la banquise avec des frottements, avec des craquements. Je crois qu'il y a beaucoup de forces qui s'exercent avec des humains qui sont pris aussi dans des choses parfois paradoxales. C'est pas comme en famille, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus lisse. Il y a peut-être moins d'émotions, il y a peut-être moins de pathologies avérées ou déclarées. Néanmoins, ces pièges-là sont quotidiens. Le piège d'une personne qui veut toujours préserver l'harmonie dans son équipe et qui n'y parvient pas et donc qui a l'impression d'échouer. Et cette approche, je trouve, va aller trouver des solutions là où ça paraissait quasiment cause perdue. Très souvent, on m'appelle, on me dit « oh là là, on ne sait pas quoi faire ». Moi, j'ai une sorte d'optimisme, bizarrement, de dire « mais si, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire ». Parce que c'est simplement qu'on ne l'a pas pris sous le bon angle et donc toute la créativité là. C'est-à-dire, tiens, quel est l'angle qui n'a pas été utilisé ? Et donc Palo Alto apporte ça. Mon ressenti aussi sur ce livre, sur sa structuration, dans une première partie, il y a effectivement les développements sur les différentes étapes pour solutionner une situation, pour résoudre une difficulté, ce que tu appelles une résolution stratégique, je crois. Et puis par la suite, il y a 12 pièges courants d'entreprise qui sont décortiqués assez subtilement, avec des exemples d'ailleurs qui sont assez truculents. Alors peut-être commencer pour la première partie du livre, Karine, par expliciter les étapes clés de la résolution stratégique. Oui, on appelait ça des étapes, mais finalement ce sont des jalons. C'est une grille de lecture qui commence par vérifier qu'on a une personne qui a réellement un problème pour lequel on peut appliquer ce modèle, parce que si c'est simplement une petite difficulté, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Qu'elle est réellement en attente d'un changement et qu'elle est prête à faire des choses différentes, donc est-ce qu'elle est vraiment cliente de ça ? Et après seulement on commence à décortiquer le problème, c'est-à-dire à le scanner sous toutes ses composantes et comment est-ce qu'il tourne. On est un peu comme des ingénieurs, on dit tiens comment ça tourne ton truc ? Alors ok, il y a ça, tu fais ça, l'autre fait ça, et tu lui réponds ça, et tu ressens ça. Et en faisant ce qu'on appelle le décodage, on arrive à avoir une vision dynamique du problème et de comment il s'entretient. Après coup, c'est assez évident. Quand on a décodé tout ça, on dit ah mais oui, mais c'est bien sûr. C'est pas pour ça que c'est résolu, parce qu'il y a des personnes qui arrivent très lucides. Je sais bien que je ne devrais pas faire l'escalade avec mon DG pour lui dire qu'il faut arrêter ce projet, mais c'est tellement important pour moi que je retourne à chaque fois à la bataille. Et chaque fois je le braque. Mais je sais que je dois arrêter, mais je le braque. Donc il y a la compréhension, et après il y a le déblocage émotionnel, c'est-à-dire sur la vision du monde, qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui est négociable. Comment s'y prendre autrement ? Pour créer du changement, pour créer, comme disait Gregory Bateson, cet anthropologue à l'origine du tout début de l'école de Palo Alto, créer une différence qui va faire une différence. Donc une fois qu'on a trouvé la logique qui va permettre de débloquer, ou en tout cas dont on pense qu'elle a une chance de débloquer, tout ça n'est qu'empirique, on va tester, on va voir comment ça fonctionne. On arrive à le mettre en pratique avec le client, il va mettre en place des actions différentes qu'il aura définies ou qu'on a co-construites avec lui. Et puis, si c'est réussi, alors on consolide le changement, c'est-à-dire qu'on va l'ancrer de manière durable pour qu'il puisse en apprendre un peu en méta. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que je peux reproduire dans des situations similaires ou d'autres situations qui se présenteront ? Alors, Karine, je te propose de choisir 1 ou 2 pièges relationnels et d'en expliquer un peu la teneur. L'harmonie à tout prix, c'est l'idée que dans les entreprises, pour que le collectif fonctionne bien, il y a souvent un présupposé qu'il faudrait qu'il n'y ait pas trop de vagues, qu'en tout cas que les personnes s'entendent bien, qu'il y ait de la concorde, de la cohésion. Tout le monde s'aime, quoi. Oui, tout le monde s'aime. Alors c'est plus ou moins prononcé. Il y a des boîtes où vraiment il faut que tout le monde s'aime, d'autres c'est non, respectons-nous, soyons bien ensemble, on n'est pas obligé de s'adorer. Donc les degrés sont différents, mais dans tous les cas c'est la même nature, c'est-à-dire c'est grosso modo de l'harmonie et de la concorde. Or, pour réguler des situations de tension, il est parfois nécessaire d'aller dans le conflit ou dans l'explicitation, dans la confrontation. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent, moi j'ai des clients qui m'appellent en disant bah voilà, on est un peu au bout de nos solutions, parce qu'on veut l'harmonie, mais ça marche pas. C'est par exemple un manager qui dans son équipe a des personnes qui ne s'entendent pas, et qui se donne pour but de tout faire pour que ces personnes se parlent, fonctionnent ensemble, voire même s'entraident, ce qui est déjà un niveau assez élevé de coopération. Donc il y a des buts assez élevés et des moyens qui sont parfois défaillants, parce que pour créer l'harmonie, curieusement, parfois il faut réguler, c'est-à-dire passer par la strate du conflit. On voit ça en médiation. Expliciter le cœur du conflit. Voilà, expliciter. Alors qu'en cherchant l'harmonie, ce qui est paradoxal, c'est que ces personnes vont garder au fond d'elles-mêmes des choses parfois qui datent de plusieurs années, et ravaler un peu leur colère. Ça maintient un conflit froid, une colère froide. Ça crée de la rancœur et donc la guerre des tranchées potentiellement. C'est ça. Voilà, donc cette harmonie à tout prix, je vois ça entre des associés très souvent aussi, des associés entre eux qui n'osent pas se dire les choses parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a souvent une amitié très longue. En fait, il y a énormément de non-dits et en même temps, les enjeux sont tels que si jamais je lui dis qu'est-ce qui va se passer ? Et s'il me dit t'as qu'à racheter mes parts, qu'est-ce qui se passe ? Donc cette harmonie piège dans ce que tu disais, une guerre des tranchées.
Voilà, ça c'est le constat. Et alors comment tu opères dans ce cas-là, si je puis dire? Alors je n'opère pas. Comment tu fais? Il y a une phase où moi je leur reformule qu'ils peuvent continuer à garder l'harmonie sans passer par le conflit, sans passer par la tension, sans passer par l'explicitation, mais il y a le risque que ça ne bouge pas. Ou alors ils peuvent aller par là, et ça se prépare. Évidemment, casser temporairement l'harmonie, ou en tout cas la froisser un peu, plus exactement, pour aller vers une résolution, va avoir un certain coût, mais ça se prépare. C'est pas quelque chose d'inaccessible. Dès lors qu'on a accepté l'idée que dire les choses va ouvrir à une transformation. Comment tu fais concrètement pour cadrer les choses et faire en sorte que ça n'ait pas des proportions trop fortes? Ça va dépendre complètement de la situation, mais il y a une préparation déjà sur la vision des choses, de dire si vous continuez sur cette logique, ça ne fonctionnera pas, et ensuite pour passer à on va expliciter les choses et essayer de réguler, c'est tout un questionnement avec là où les personnes pour dire bah voilà à quoi vous voulez arriver. Enfin après c'est du coaching plus classique, mais je pense que le mouvement il est surtout sur la phase d'avant. Il est sur accepter qu'il y ait un conflit et préparer ensemble cette confrontation. Ok, est-ce que tu as un exemple d'accompagnement avec ce piège relationnel en particulier éventuellement? Oui, avec un cas plus individuel, c'est-à-dire c'est un PDG qui avait une personne dans son équipe dont il voulait se séparer parce que c'était une personne qui avait une position très haute, qui s'attribuait tous les mérites de tout ce qui arrivait, qui était condescendant envers les autres, désagréable, etc., qui en plus ne répondait pas aux attentes. Et ce PDG était bien coincé parce que ça faisait des années que c'était comme ça, que tout le monde avait accepté la situation, et qu'il avait peur, si cette personne finalement partait, qu'elle mette du sang sur les murs, comme dirait un de mes anciens patrons. Et il y a eu ce moment où j'ai pu reformuler ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait, c'était des incitations discrètes et légères envers cette personne pour qu'éventuellement elle ait envie de partir. Mais ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je lui disais, c'est comme si vous êtes autour d'une table de réunion, la porte est ouverte, et vous mettez des petits coups d'œil discrets vers la porte, mais lui, il voit même pas que vous avez l'œil qui tourne. Il est là, il est assis, bien au fond de sa chaise, bien à son aise, et il va rien se passer. Et là, il a commencé à avoir peur, il s'est dit, mince, oui, c'est vrai que ça, en fait, ça bougera jamais. Donc ce qui a bougé, c'est la peur, finalement, que ça bouge pas. Cette peur a été mobilisatrice pour lui, ça l'a boosté pour qu'il dise, non, mais je peux pas continuer. Et si je peux pas continuer, qu'est-ce que j'accepte d'affronter alors? Le risque. Donc on a préparé ce risque. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc le risque du scandale, au fond, c'est ça? Le risque du scandale, exactement. Le risque de la réputation. Mais c'était des risques qui étaient acceptables. Ce qui n'était pas acceptable pour lui, et c'est là qu'il a fait sa balance. Il s'est dit, mais je ne peux pas continuer à garder comme ça quelqu'un dans l'équipe. Et donc il a fait ce qu'il fallait faire pour se séparer de cette personne, c'est ça? C'est ça, il a fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu veux parler d'un autre piège relationnel, Karine, qui est peut-être emblématique des accompagnements que tu conduis? Oui. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est parce que je rencontre moi assez souvent en coaching en entreprise des attentes de l'organisation, bien légitimes, avec une proposition de changement. On va dire à telle personne, il faut que tu développes ton réseau, il faut que tu ailles faire des déjeuners, appelle les gens, prends des nouvelles de tes clients. Souvent, c'est assorti de certains conseils, généralement de bon sens, et qui ont bien fonctionné pour d'autres personnes dans l'organisation, mais qui s'avèrent être assez inutilisables pour la personne en question. Pourquoi ? Parce que si je dis à une personne va faire des déjeuners, va rencontrer du monde, etc., peut-être que c'est pas du tout dans son style et qu'elle va être très très embêtée pour réagir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer un peu de le faire, elle va procrastiner, elle va se trouver en échec et ça ne fonctionne pas. Ce que je trouve intéressant dans ce type de situation, c'est que souvent, il y a un moyen d'en sortir en choisissant le bon niveau logique. Quand je dis le bon niveau logique, c'est le bon niveau d'objectif. Quand un manager ou un directeur dit à son N-1 qui est coaché, dit « il faut que tu ailles faire des déjeuners, va voir les clients, va au contact », ce qu'il lui dit, c'est pas « fais des déjeuners », c'est « mets en place les moyens pour quelque chose de plus grand, de plus important encore », qui est par exemple augmenter le chiffre d'affaires ou se rendre visible si c'est faire du réseau ou je ne sais quoi. Et donc on peut avoir une passerelle astucieuse en disant « et si il arrive à obtenir l'objectif plus grand sans passer par des déjeuners, ça vous convient ?» Oui, ok. Au coaché, comment peux-tu faire pour répondre à cette attente sans passer par le chemin qui t'a été proposé et qui visiblement va être très coûteux, très long pour toi et qui en gros te convient pas. Mais est-ce que tu as un exemple d'accompagnement effectivement que tu as mené en entreprise sur ce piège relationnel en particulier ? J'ai un exemple en effet qui me vient, qui est récent. C'est une personne qui travaille dans un cabinet de conseil et qui est trop discrète. Ça gêne son évolution. Comme elle est très discrète, déjà, elle n'est pas identifiée et on n'a pas en tête tous les bons résultats qu'elle a apportés à l'entreprise. Parce que d'autres, beaucoup moins discrets, se sont attribués les lauriers en réunion. Elle est un petit peu dans l'ombre. Or, sa hiérarchie aimerait bien qu'elle évolue. Il voit en elle beaucoup de qualités pour passer au grade supérieur, mais ça risque de coincer parce qu'une partie des associés du cabinet ne la connaissent pas. Donc quand on lui dit « sois moins discrète », ça va heurter chez elle beaucoup de choses.
c'est moi je suis pas là pour brasser du vent, je suis une bonne professionnelle, je n'aime pas parler de moi, je n'aime pas m'attribuer des résultats qui pour moi sont ceux de l'équipe, du collectif, des commerciaux, etc. etc. Donc elle est vraiment dans le nous. Et alors, elle a du mal à passer à l'action. Mais ça, moi je l'identifie avec elle en amont. C'est-à-dire qu'on a un premier entretien avant de faire l'entretien de lancement du coaching, tripartite. Et dans cet échange, j'identifie tout de suite que ça va être une tentative de solution de la pousser vers « sois moins discrète ». C'est une injonction paradoxale pour elle. À partir de là, je vais piloter l'entretien tripartite pour aller vers l'objectif du niveau supérieur, c'est-à-dire pour faire quoi ? Et arriver à, et si elle arrive à obtenir tout ça sans être moins discrète, entre guillemets, ou à sa manière en tout cas, ça vous convient ? Oui, ça nous convient. Donc les objectifs, c'est qu'elle soit clairement identifiée de l'ensemble des associés, que ses résultats, elle sache en parler et soit plus à l'aise avec ça. Ça a l'air simple comme ça, hein. C'est pas si simple, mais... Elle a pu construire des moyens adaptés à sa personnalité pour être plus identifiable ? Tout à fait. Une autre façon, une autre approche. En fait, c'était de parler, mais d'annoncer les résultats en incluant le nous. Pour elle, c'était important de dire mes résultats, c'est pas mes résultats, c'est nos résultats. Mais en disant nous, elle disait je quand même. Ça passait. L'énergie était là, la posture était là, elle était plus à l'aise, donc elle avait plus de charisme aussi. Et l'autre aspect, c'est qu'elle est allée rencontrer quand même des associés qu'elle ne connaissait pas, ce qui était important parce qu'elle n'était pas du tout sur leur radar. Et au moment où ils décident des évolutions, s'ils ne la connaissent pas, c'est un peu mal parti. Ok, est-ce que tu auras un autre exemple parmi les 12 On ne va pas tous les faire pour donner envie aux auditeurs, aux auditrices d'acheter le livre et de le lire, bien sûr. Oui, l'autre cas, c'est un cas un peu générique. C'est l'injonction change, sinon c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a un peu un double mouvement. Des personnes vont demander à d'autres de changer leur comportement, de faire quelque chose de différent. Mais s'il n'y a pas ce changement qui advient, elles acceptent et elles s'adaptent. Autrement dit, le message qui est passé, en 2 temps, c'est d'abord, change s'il te plaît, et ensuite, si tu ne changes pas, tant pis, c'est moi qui vais m'adapter. Donc évidemment, l'autre personne ou les autres personnes retiennent la deuxième partie du message. Ne change pas. Oui, c'est beaucoup plus confortable quand même. Comment faire dans cette situation-là ? Tout le jeu, et c'est tout le sel de cette approche, c'est de trouver le message implicite qui est passé. Quand je te dis « change, sinon c'est pas grave », bien sûr que la personne n'a pas en tête que c'est ce qu'elle envoie comme message. Elle pense en toute bonne foi faire énormément d'efforts pour dire à l'autre « il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu changes ». Alors, est-ce que tu auras un exemple concret, peut-être pour illustrer ce piège relationnel ? Somme toute classique, hein ? Par exemple, quelqu'un qui est très investi, très réactif et qui répond toujours aux messages très rapidement et qui notamment, vis-à-vis de son manager, se montre très très disponible. Ce qui lui arrive, c'est que son manager, malgré les recommandations internes et autres, le sollicite de plus en plus le soir, les week-ends, il lui envoie des éléments, tout en disant « tu n'es pas obligé de me répondre ». Mais quand cette personne que j'accompagne ne répond pas, il se le fait reprocher. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de dire à son manager « tu sais, je suis très chargé, je fais déjà de mon mieux, c'est pas évident, je vais essayer de regarder si je peux te répondre ». L'autre dit « oui, bien sûr », mais il le relance 3 fois. Donc comme il est relancé 3 fois, il finit par répondre. Au final, le résultat pour le manager, c'est que quoi qu'il fasse, il a en face une personne qui répond très rapidement. Et donc, il continue finalement à demander beaucoup. Et il va demander de venir encore plus tôt pour un rendez-vous client, il va demander de passer une tête dans un rendez-vous pas prévu. Donc, ce cadre se retrouve à s'adapter, et le manager a demandé plus. Et quand je l'interroge sur ce qu'il a mis en place, systématiquement, il me dit qu'il passe des messages, mais c'est un tout petit message change, et un énorme message, mais je m'adapte. Donc comment on fait ? C'était ta question. Déjà, peut-être l'aider à conscientiser ce qui se passe, non ? Voilà, avec cette approche, il y a un peu 2 façons. On peut donner des prescriptions de tâches pour faire des expériences, ou alors on peut, et moi c'est ce que j'adore faire, expliquer la boucle. Montrer par le questionnement, regardez, tiens, en fait, quand vous répondez à 6h du matin, oui, je vais rechanger les 3 slides comme tu m'as demandé, oui, je te répondrai demain matin, c'est dimanche, je suis en famille, mais je dois pouvoir me trouver un créneau. Chaque fois que vous faites ça, vous remettez une pièce dans la machine qui dit à votre manager, tout va bien, tout est ouvert, on continue. Et les messages que vous lui passez à votre manager, qui sont discrets, subtils, un peu implicites, il est ravi de ne pas les entendre, parce que ça l'arrange. Lui, il a beaucoup de pression, il a besoin de résultats. Donc vous n'êtes pas en train de lui dire « j'arrive plus ». Vous lui dites « j'y arrive ». Voilà, cette conscientisation-là permet que la personne comprenne le mouvement et de là, trouve comment passer un message différent, qui est plus équilibré, qui est « je peux être disponible, mais j'ai des limites ». Comment il a fait ce cadre pour passer le message de manière plus explicite à son boss qu'il n'était pas corvéable à merci ? Déjà, il a fallu que pour lui, il définisse quelle était sa limite à lui, qu'est-ce qu'il voulait faire ou pas faire. Ah, il en a quand même. Il en avait quand même. Oui, c'était pas quelqu'un qui avait pas de limite, c'était quelqu'un qui était un peu coincé, qui disait « j'ai pas trop le choix ». Et on a travaillé là-dessus sur « c'est quoi, j'ai pas le choix ».
Pourquoi ? Quel est le risque aussi, ou la peur ? Voilà, c'est ça. Mais là, le risque le plus grand, c'était quand même de continuer dans cette logique et que ça aille de plus en plus loin. Il a défini les limites, parce que sa femme commençait à lui dire « T'es mignon, mais les 2 enfants, j'en ai marre de tout porter, donc j'en ai marre de voir que tu te remets au boulot à 22h tous les soirs et qu'on n'a pas de vie. » Également, sur les présentations clients, c'était un manager qui avait tendance un peu à rechanger des choses au dernier moment. Et donc ce cadre a dit « Je suis désolé, mais j'arrive en transport, je suis pas confortable, donc je te laisse présenter cette partie que tu as modifiée. » Il a positionné comme ça des limites progressivement. Il n'a pas souhaité passer par un moment d'explication en disant « Je me rends compte que plus ça va et plus tu m'en donnes ». Il a plutôt agi sur des petites choses. Et ça a bien fonctionné. Il a reconstitué une sorte de cadre, mais progressivement, situation par situation. Exactement. Alors Karine, je te propose de parler de ton 2e livre qui s'appelle « Trop bon élève au travail, attention danger, savoir échapper au piège de la suradaptation professionnelle », sorti en janvier 2021 chez Inter Éditions. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Et cette fois, c'est pas une coécriture, tu l'as écrit toute seule. Voilà, c'est un livre beaucoup plus personnel qui parle en partie de moi. Il m'est venu parce que j'ai eu une expérience marquante il y a quelques années dans un partenariat dans lequel j'avais pas mal investi. Et je pensais avoir la bonne approche pour en cueillir les fruits ou pour être reconnue, etc. Et en fait, non. Cette claque que je me suis prise, c'est formulé dans une phrase qui était « Être une bonne élève ne paye pas toujours ». Je me suis rendu compte que cette fois-là et beaucoup d'autres fois avant, je m'étais adaptée, j'avais travaillé dans le respect du cadre, j'avais attendu à ma place gentiment, sans obtenir de résultats comme je le souhaitais. Bon, c'est pas toute l'histoire de ma vie, mais ça m'est arrivé suffisamment de fois pour que ce soit quand même un sujet de réflexion pour moi à ce moment-là. Et cette idée de bon élève et de suradaptation, je me suis dit, c'est intéressant quand même d'en faire quelque chose. Peut-être, alors j'ai commencé par écrire 1 ou 2 articles, puis je me suis dit, non, c'est pas des articles, il y a carrément un livre à faire là-dessus. Chose amusante, j'ai contacté un éditeur, une grande maison d'édition, j'ai présenté le projet, et on m'a dit, non, nos commerciaux croient pas trop au truc, c'est plutôt un sujet sur l'assertivité, votre livre en fait. Donc là, j'avais une super occasion de faire la bonne élève avec un éditeur. Et j'ai dit non. Mon livre va parler de suradaptation professionnelle. Comment les gens en arrivent à s'adapter trop loin, trop fort, au détriment de leur équilibre, pour servir des attentes qui placent plus haut que les leurs. C'est quoi un bon élève au travail ? Alors, si ça tenait qu'à moi, le livre, il aurait parlé de suradaptation, mais ça fait un peu jargon. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève ? C'est une personne qui va fonctionner dans l'entreprise un petit peu sur les mêmes principes qu'à l'école. Elle se dit, il y a des règles du jeu, il y a un barème, il y a des notes. Donc moi, je vais essayer d'obtenir le 18 ou le 19. Et pour ça, je vais répondre aux attentes. Je vais travailler fort, rester à ma place, faire ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est que ces bons élèves se retrouvent à jouer selon des règles du jeu qui sont celles de l'école, qui ne sont pas celles de l'entreprise. C'est des personnes qui systématiquement vont aller demander au manager, est-ce que je fais du bon travail ? Et si on leur dit, mais vous en pensez quoi ? Je sais pas, ça a l'air d'aller. J'ai eu bientôt mon entretien annuel, je vais en savoir plus. Mais ils n'ont pas d'idée du tout, parce qu'ils attendent quelque part un feedback qui ressemble à celui de l'école, le bulletin. Donc c'est plus ou moins prononcé sur ce côté scolaire, mais ce que moi j'ai observé vraiment de commun à tous ces profils-là, c'est je cherche à bien faire, selon un cadre extérieur au mien, c'est-à-dire celui de l'entreprise, du manager, etc. Et j'attends une validation. Et comment expliquer ce qu'est la suradaptation professionnelle, Karine ? Suradaptation, c'est le fait de s'adapter, ou on pourrait dire hyperadaptation. S'adapter au-delà de ses propres limites, de son propre équilibre, en oubliant ses besoins, en oubliant son intérêt. Donc c'est je m'adapte trop. Et en plus, se suradapter, ça peut être trop par rapport aux attentes. Est-ce que tu auras un exemple concret pour permettre de bien comprendre de quoi il s'agit ? Parce que c'est quand même au cœur du livre, la suradaptation. Je vois beaucoup d'exemples dans les relations avec les clients, notamment toutes les personnes qui sont chefs de projet. Donc avec un client qui va en demander plus, qui va demander beaucoup de changements, de réajustements. Et le chef de projet va plier à chaque fois, va faire « ok, d'accord, on va regarder ». En face, l'équipe de production râle très très fort et dit « quoi, c'est la 5e modif, on n'en peut plus, ça suffit, on doit livrer ». Et le chef de projet au milieu va essayer de composer avec tout le monde, quitte à parfois passer plus de temps ou investir son temps personnel pour résoudre un problème. Donc elle est à se suradapter à son client, mais aussi un peu à l'équipe de production. Elle est prise entre marteau et enclume. Et à aucun moment, en fait, elle se dit « mais attendez, stop, moi, ça ne me va pas ». Elle est au service, finalement, et du client et de l'équipe de production. Au bout d'un moment, ça donne des situations d'épuisement, de stress aigu, etc. Alors Karine, quelles sont les manières les plus courantes de se suradapter et d'être un trop bon élève au travail ? Il y a beaucoup de manières de se suradapter. On observe des choses en termes de charge de travail ou de rythme. Par exemple, j'ai pris la métaphore de Atlas, Atlas qui soutient la voûte céleste et qui se retrouve tout seul et tout le monde est parti faire la fête. Ça, ce sont des personnes qui vont compenser les déficits de l'équipe ou du collectif, qui vont beaucoup porter.
Et ça, c'est une façon de se suradapter parce que c'est au détriment de leur temps personnel, de leur équilibre vie pro-vie perso. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui accepte de garder la boutique pendant que tout le monde part en vacances. Il y a des gens qui font ça. Il y en a toujours un ou deux qui se disent j'ai pas d'enfant donc je peux me permettre de le faire, ça me coûte pas grand chose. Et qui du coup sont un peu dans la dimension sacrificielle. Voilà, c'est ça, il y a tout à fait une dimension sacrificielle. Donc cette personne se retrouve à porter pour tout le monde. Elle assure, elle assume, elle est là. Et tout le monde est ravi d'avoir cette personne dans l'équipe. Sauf que pour elle, c'est pas toujours écologique, c'est-à-dire c'est pas toujours respectueux de son équilibre propre. Il y a un risque du burn-out dans plein de situations de suradaptation. Oui, il y a un risque de non-évolution. Des personnes dont on va dire c'est une personne qui est bien, mais elle manque un peu de leadership, de présence, de charisme. C'est un bon élève, quoi. C'est quelqu'un qui est un bon soldat. Ça, c'est les risques principaux pour l'évolution, si tant est qu'il y a un souhait d'évolution. Donc de ne pas être identifié ou identifiable comme un talent potentiel. Voilà. Et l'autre risque, effectivement, ça peut être l'épuisement. Quelles sont les manières les plus courantes d'être un trop bon élève ou une trop bonne élève en entreprise, Karine ? Donc on a parlé d'Atlas. Donc Atlas qui porte tout, qui compense pour les autres. Le hamster dans sa roue, j'ai repris cette image très utilisée, mais je n'ai pas trouvé mieux, pour décrire cette fuite en avant, cette adaptation au rythme. Et je trouve que ça nous interroge aussi collectivement au niveau de la société sur comment on est suradapté à nos mobiles, à nos smartphones et leurs multiples notifications. Comment on se retrouve à vivre et à vibrer au rythme de ces notifications. Donc ce sont des personnes qui peuvent se trouver prises dans je dois faire vite, je dois aller vite, je dois aller toujours plus vite. Et on m'en rajoute, on m'en rajoute, on m'en rajoute. C'est pas tant la charge que la pulsation. Ce sont des personnes qui, à un moment, sont en déséquilibre parce que trop speed, trop de sujets en même temps. Mais elles continuent à tenir. Un exemple que je croise souvent aussi, c'est cette métaphore que j'ai prise du cheval de course. Ce sont des personnes qui vont courir une course qui n'est pas la leur, pour des propriétaires qui sont seuls décisionnaires et seuls bénéficiaires aussi du résultat de la course. Donc au fond, c'est quelqu'un qui est sur cet anneau de course comme ça, au milieu d'autres chevaux, qui dit « mais qu'est-ce que je fais là quoi ? Je préférerais être dans une prairie ». Moi, je les croise au moment où ça leur arrive, cet éclair de conscience de dire « mais est-ce que c'est vraiment la course que j'ai envie de courir ? Est-ce que c'est pour moi ? Ou est-ce que je suis au service d'une entreprise, d'une association parfois ?» Encore une fois, il y a plusieurs exemples de bons élèves dans ce livre et les auditeurs pourront découvrir ces différentes facettes. Comment concrètement apprendre à faire autrement quand on a tendance à se suradapter, quand on est trop bon élève ? Est-ce qu'il y a une issue ? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. On peut toujours à un moment s'en rendre compte. Pour les profils que moi j'appelle bons élèves ou les personnes qui se suradaptent, c'est quand même relié à pas mal de choses, à une structure de personnalité. Je ne crois pas que ce soit par accident qu'on se retrouve dans tel ou tel contexte à être bon élève. En général, c'est bien appuyé sur une éducation, sur des valeurs, sur des principes de vie, sur des expériences. Il y a un moment où la personne se dit « j'ai fonctionné comme ça a eu beaucoup de bénéfices, mais je sens qu'il faudrait que je change quelque chose ». Donc il y a cette prise de conscience-là qui est nécessaire. Autrement dit, on ne va pas demander à quelqu'un de moins s'adapter s'il est bien comme il est, ou si pour l'instant ça lui apporte les résultats souhaités. Donc il y a un souhait de changement, et derrière ce souhait de changement, il y a comprendre la logique interactionnelle de la suradaptation. C'est-à-dire, c'est pas je me suradapte parce qu'on me le demande, c'est quand je me suradapte, on me le demande. En résultat, on inverse en fait. Tout le travail, c'est de montrer ça et d'aller voir ensemble sur des situations concrètes comment celui qui se suradapte alimente la demande du système autour de lui, des personnes autour de lui, pour qu'il s'adapte encore plus. Voilà, comprendre cette boucle, comprendre pourquoi il le fait et en quoi c'est important quand même de s'adapter. Il ne s'agit pas non plus de devenir rebelle et de tout envoyer paître. Malheureusement, c'est ce qui arrive quand on a attendu trop tard, ça peut arriver. Et donc c'est de bien comprendre, une fois qu'on a vu cette boucle, comment je peux m'adapter plus juste. Donc c'est revenir à soi. Et moi je parle de référence interne. C'est-à-dire qu'il y a ce travail de revenir à « et pour vous c'est comment ? Et vous voulez quoi ?» Parce qu'il y a tellement chez les personnes qui se suradaptent un focus sur l'autre. Une personne comme ça qui va me dire « moi j'en ai marre », là il y a quelque chose. On peut dire « ok, marre de quoi ?» Est-ce que ça veut dire qu'il faut que la personne sature d'une situation et des conséquences de cette situation, de sa suradaptation, pour qu'elle commence à envisager de faire différemment ? Je pense qu'il y a un effet de seuil, en effet. En fait, je crois qu'il y a une histoire de point d'équilibre. Des personnes qui sont très flexibles comme ça, qui se suradaptent, elles sont comme des élastiques, elles peuvent s'étirer. À un moment, c'est trop. Mais ce trop, déjà, il est variable dans le temps. Ça peut être un événement déclencheur ou ça peut être le mûrissement ou le pourrissement d'une situation. En tout cas, à un moment donné, la personne dit « là, ça va plus. Je suis trop en déséquilibre. Il faut que je change quelque chose. » Le déclencheur peut être un collègue a été nommé à un poste que je voulais. J'attends ça depuis des années. On me l'avait plus ou moins promis. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu auras un exemple concret ? Alors oui, j'ai un exemple. Alors pour le coup, c'est quelqu'un qui avait réussi. C'est une responsable de site industriel, une directrice, qui est nommée après une évolution assez rapide et qui est en difficulté pour prendre sa place.
Elle a eu un prédécesseur qui était très charismatique, très directif en fait, un boss quoi. Et elle prend la place, et là elle est en difficulté, donc c'est un coaching de transition, de prise de poste, assez classique. Et rapidement, ce qu'on voit toutes les deux, c'est que l'enjeu pour elle, c'est de s'autoriser à faire un peu à sa manière. Parce qu'au départ, alors c'est intéressant, elle a laissé pendant quelques semaines le nom de son prédécesseur sur la porte de son bureau. Il y avait un petit peu aussi le complexe de l'imposteur. Elle restait avec une position très inconfortable en disant « tout le monde me connaît, on m'a vu évoluer, j'ai des relations proches avec tout le monde, donc comment je fais ?» Et elle se faisait un peu taquiner. Et elle était persuadée qu'il fallait, pour réussir, qu'elle prenne les couleurs de celui qui avait réussi avant elle. Donc c'était qu'elle soit plus directive, plus chef, plus autoritaire, alors que au fond, c'était pas sa nature. C'est quelqu'un qui aimait le dialogue, qui aimait la concertation. Donc le chemin, ça a été déjà qu'elle s'autorise à reconnaître son propre talent, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là par hasard. Et le deuxième axe a été, avec elle, de travailler sur en quoi son style managérial, son style de direction ne pouvait pas fonctionner sur ce site industriel. Donc elle a pu faire des essais de communication, d'interaction avec ses équipes, et ça a bien fonctionné. Et en fait, elle a su plus tard qu'on l'avait choisi pour ce style relationnel qu'elle a. On ne me l'avait pas expliqué avant. Alors, Karine, en lisant tes deux livres, je me dis, bon, évidemment, il y a une capacité d'écriture ou de coécriture, finalement aussi de faire du méta par rapport à ta pratique et de faire de la théorie en l'explicitant. Est-ce que tu as envisagé de faire de la formation ? Alors oui, figure-toi qu'effectivement, je suis un peu tombée dans la formation. D'ailleurs, ça a commencé à l'époque avec Virage, chez qui j'étais élève, et j'ai tourné formatrice avec grand bonheur. Je fais encore partie de l'équipe pour certains modules de temps en temps. Ça m'a demandé un énorme travail sur moi parce que je trouve que c'est un rôle qui est très exposé. On est face à un groupe, on est en charge de l'animation du groupe. Ça m'a beaucoup appris. Il y a la prise de parole. Je viens quand même de très très loin, très jeune sur ce sujet. J'étais une phobique de la prise de parole étant petite. Et en fait, j'ai développé un plaisir à faire ça qui est très 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 important. Je suis intervenue en fac aussi, Université de Nanterre, Université de Rouen pour des DU de coaching. Et ce que j'aime le plus, c'est quand on me pose des questions. Quand je vois que quelqu'un n'a pas complètement compris, je creuse pourquoi, qu'est-ce qui est pas clair. Et donc j'aime beaucoup ça, et j'aime beaucoup expliquer, rendre les choses simples. Et ça, c'est assez prégnant dans les deux livres. L'autre élément, est-ce que ça aide à trouver des clients que d'écrire des livres ? Moi, j'avais un blog avant d'avoir des livres. Depuis 2010, à l'époque, j'étais sur Twitter avec une communauté de coachs et de RH. Et j'avais ce blog, donc l'œil du colibri, que j'ai développé pendant des années. Le livre, pour moi, c'était une transgression. Qui suis-je pour oser publier ? Donc, tu as dépassé ton complexe de l'imposteur ? Oui. En quoi ça aide ? Moi, ça m'aide en termes de crédibilité. C'est-à-dire que des personnes qui ont vu les livres ou qui les ont lus me posent assez peu de questions finalement sur ma pratique. Ils ont l'impression de me connaître. Ce qui est curieux parce que finalement, on ne se connaît pas. Si tu veux, ça donne une première approche qui est plus rapide. Après, sur les thématiques des livres, et en particulier sur Trop bon élève au travail, là oui, ça m'amène des personnes qui viennent, alors que ce soit du côté des DRH ou des managers, ou les personnes à accompagner, qui viennent parce qu'elles ont lu ce livre. Et donc, Karine, tu nous partageais tout à l'heure qu'il y avait un troisième livre en gestation avec Frédéric de Marquet sur une sorte de réconciliation entre des approches apparemment opposées. Est-ce que tu as déjà une visibilité sur la date de sortie de cet ouvrage ? Alors non, je ne peux pas encore donner de date de sortie, ça sera sans doute plutôt début 2024, maintenant. Alors Frédéric de Marquet, je vais l'inviter dans quelques temps. Comment tu l'as rencontré ? En fait, je me suis formée au co-développement systémique chez lui. C'est tout de suite très bien entendu. On a beaucoup de similitudes dans notre manière de pratiquer l'accompagnement, une vision des choses assez proche. Donc on a commencé à faire de la recherche ensemble pour aller plus loin. Frédéric a un gros travail de modélisation derrière lui sur les approches qu'il utilise, les outils, comment il combine tout ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup en méta en fait. On est très complémentaires. Tout à l'heure, à un moment donné, tu parlais d'un partenariat qui s'était pas passé comme tu aurais souhaité, qui a été finalement la genèse de l'écriture du livre sur Trop bon élève. C'était une collaboration avec un collectif en fait de coachs dans lequel je m'étais pas mal engagée. J'étais en attente d'autres choses et je me suis rendu compte que c'était dans ma tête que j'attendais et que les autres n'avaient pas la même vision. Je donnais beaucoup pour un résultat qui finalement n'arrivait pas comme je le souhaitais. Donc j'ai vraiment fait la balance. Est-ce que je continue comme ça à investir et pour faire quoi ? Est-ce que je pars ? Et ça me coûte beaucoup de partir. Je renonçais à pas mal de choses. Voilà, j'ai fait cet arbitrage et j'ai vu avec une grande clarté que j'avais attendu pour rien et que j'avais joué la bonne élève. Et ça, c'est intéressant d'en parler aussi parce que dans le cheminement d'un coach, il y a cette question, est-ce que je continue tout seul ou est-ce que je m'associe ? C'est un point important, j'ai eu pas mal d'expérience aussi, comme beaucoup de coachs sur ces sujets-là. On se dit parfois les coachs sont mieux équipés que d'autres pour réguler la relation. En fait, pas forcément. Et je crois que c'est important de se dire quand on s'associe avec quelqu'un, c'est qu'est-ce que j'attends de lui que je n'ai pas, que je pense ne pas avoir, et qu'est-ce que moi je lui donne et est-ce qu'il prend ce que je lui donne ? Est-ce que ça se met bien en complémentarité ?
Alors Karine, passons à un jeu consistant pour toi à tirer au sort quelques papiers sur lesquels il y a des numéros inscrits correspondant à des questions que tu n'as pas à l'avance. Le 25. C'est quoi la fonction du silence dans le coaching pour toi ? Les fonctions. Laisser la place, permettre l'émergence, permettre à l'émotion de passer, d'être là, recentrer le coach, faire la place. Tout le monde redescend d'un cran. Ouais, ça a beaucoup de fonctions. Et puis peut-être la dernière, c'est confronter le coach aussi à l'inconfort. Voilà, il y a une certaine angoisse lorsque le silence émerge dans la séance. Est-ce qu'il faut que je pose une question de plus ? Vite une question puissante. Alors que le silence peut être puissant. Tu fais des réponses très courtes, Karine, donc tu peux retirer un papier. 22. Le plaisir dans le coaching, c'est quoi pour toi ? Il n'y aurait pas d'envie de continuer s'il n'y a pas une forme de plaisir à ce que je fais. En même temps, pour moi, le plaisir est parfois un signal d'un léger piège ou d'une dérive. Je me suis surprise parfois à avoir de la curiosité dans des questions sur un sujet qui m'intéresse ou sur une situation qui m'intéresse. Et là, attention, est-ce que c'est bien au service de la personne que j'accompagne ou est-ce que je suis en train de me faire plaisir ? Par exemple, moi, les sujets techniques m'intéressent énormément, l'écologie m'intéresse énormément. Et je sais que j'ai eu notamment un ou deux clients qui étaient experts dans ces domaines-là. Je me suis vue à un moment dire « Attention, reste bien à ta place, en train de l'accompagner et pas en train de discuter de quelque chose qui est passionnant. » Mais voilà, il y a cette notion de plaisir. Après, le plaisir que ça réussisse, moi je m'en méfie aussi, parce que je ne suis pas là pour vouloir que ça marche, je suis là pour servir une personne et un système à mieux fonctionner. Donc est-ce que je devrais avoir du plaisir à ce que ça marche bien ? Bizarrement, je trouve pas trop quand même. C'est pas la bonne émotion. Je crains le côté addictif du plaisir aussi. Est-ce que je dois adorer que mes clients avancent ou juste être là au service ? C'est une question. Est-ce que tu as du plaisir à être dans une relation à la fois authentique et profonde, comme ce que permet en général une séance de coaching ? Je sais pas, c'est peut-être le terme de plaisir, je sais pas si c'est comme ça que je le nommerais, mais en tout cas j'y suis bien, je m'y sens bien, j'aime faire ça. Je mettrais pas ce terme-là, c'est curieux. T'aurais mis quoi alors du coup ? Moi je dirais que j'ai du bonheur, du bien-être, de la sérénité, du sens, mais je mettrais pas plaisir. Je réfléchirai, je verrai avec la commission de rédaction des questions, c'est-à-dire avec moi s'il faut changer ou pas. Tu veux bien retirer un petit papier ? 21. Qu'est-ce que tu fais pour décompresser entre deux séances de coaching ou entre deux accompagnements collectifs ? Déjà, je ne colle pas les séances les unes après les autres. J'ai besoin d'avoir à minima 15 voire 30 minutes de battement entre deux séances pour refaire le vide, pour faire autre chose. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est de jardiner. J'ai des plantes autour de moi, dans le bureau, sur les fenêtres, sur ma terrasse chez moi. Et je passe beaucoup de temps à m'occuper des plantes. C'est un enseignement quotidien que de regarder comment fonctionne un végétal. C'est plein de surprises. Le buis, ça pousse, mais lentement. Le chèvrefeuille, ça pousse très vite. Donc la connexion à la nature te permet d'être ici et maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a une activité artistique ? Au départ, j'ai eu tendance, peut-être comme d'autres, à bourrer un peu l'agenda, à prendre tout ce qu'on me proposait, et puis progressivement, c'était plus possible. Donc j'ai ménagé des temps et je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc je fais de la musique. Je me suis mise au piano il y a 4 ans. Et voilà, je fais un peu du yoga, enfin des activités physiques aussi. Mais je me nourris énormément de livres, de lectures, de podcasts. Tu veux avoir la curiosité de tirer encore une question ou deux ? Le 2. Alors celle-là, à vrai dire, même quand mes interviewés ne la tirent pas au sort, je la pose quand même. As-tu déjà considéré que tu avais raté une séance de coaching ? Et si oui, pourquoi ? J'en ai raté un paquet, tu veux dire, surtout des séances. Est-ce qu'il y en a une qui sort un peu du lot et qui reste un peu encore en mémoire des mois ou des années après ? J'en ai 2. Une ancienne avec une personne que j'accompagnais sur une transition professionnelle et qui est arrivée en me disant « Voilà, je voulais vous montrer mon CV ». J'ai pas eu la bonne réaction à l'époque, c'est-à-dire que j'ai dit « Non, je suis pas là pour lire votre CV ». J'ai pas eu la souplesse d'accueillir ce qu'il me disait, de questionner son attente et ensuite peut-être d'être dans une négociation de ce qu'on pouvait faire ensemble. J'ai rejeté en bloc. Et finalement, ça s'est pas bien passé parce qu'il m'a dit qu'il pouvait pas continuer. Ce qui était raté, c'est que j'avais questionné un peu ses rêves, de ce qu'il avait toujours espéré faire. J'avais un peu tiré ces fils-là. Il s'y était prêté. Et à un moment, je pense qu'il a peut-être eu peur d'aller par là ou il n'a pas envie. Et donc, il s'est remis sur une recherche plus classique. Donc, on s'est pas compris. Ça, c'était vraiment raté. Et une autre séance bien ratée aussi, plus récente. Une cliente me dit à la fin d'une séance, moi, je refais pas une séance comme celle-là. Ça avait été une séance laborieuse. Et donc, ça a été l'ouverture de la séance suivante. Qu'est-ce que vous voulez pas qu'il se repasse dans cette séance qui s'est passée la dernière fois ? Et ce qui n'avait pas été facile, c'est que je l'avais travaillé au corps sur une position qu'elle avait par rapport à un projet d'évolution, en disant, mais pourquoi faire ?
J'avais vraiment challengé ça et elle n'avait sans doute évidemment pas envie que je sois trop dans cette confrontation de son idée. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé en souplesse. Tu l'as poussée dans ses retranchements, elle n'avait pas aimé ça? Oui, elle n'avait pas aimé ça et je pense qu'à un moment, elle savait plus vraiment ce qu'elle voulait et moi je la remettais à sa place à chaque fois de décider pour elle. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que dans les deux cas, tu les as amenés en supervision? Oui, tout à fait. Malgré les années ou les mois, qu'est-ce qui s'est joué aux deux endroits et que tu as compris en supervision, Karine? Ça, pour moi, c'est une zone de vigilance que j'ai, sous couvert d'être quelqu'un de tout à fait, parfois lisse, en tout cas agréable, facile. Je manque parfois de patience. Donc ça peut me piéger dans le sens où à la fois mon manque de patience est peut-être un vieux reste de est-ce que je sais faire relationnellement. Pour moi, dans les deux cas, c'est comment je prends le temps de respirer dans ce qui se passe là, dire attends, l'autre est là, oula, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais lui répondre? Et je pense qu'avec cette dernière cliente, j'aurais dû bien plus tôt dans la séance questionner l'inconfort, proposer qu'on fasse une pause, parce que c'est quelqu'un de très volontaire aussi, donc toutes les deux on y allait. On était sur un aviron à deux et on aurait peut-être pu poser les rames 2 minutes et dire qu'est-ce qu'on fait de cette séance. Ok, merci. Est-ce que tu veux tirer un dernier petit papier? Tu vois, ça me fait plaisir, tirer des petits papiers. Tu peux aussi jouer au loto quand je suis pas là. Oh, il y en avait 2, c'est un 28 et un 24. Alors 28, c'est un joker, c'est souffle-moi la question que tu aimerais que je te pose. Oh là là. Qu'est-ce qui pourrait te faire bouger ta pratique, te faire évoluer dans ta pratique? Ok, alors j'entends que l'écologie vient, peut-être. Ça, c'est une question qui me touche profondément. Quand j'ai rencontré mon conjoint il y a 12 ans, il m'a posé une question sur mon métier. Il m'a dit, est-ce que quand tu es coach dans les entreprises, tu es dans le paradigme ou à côté ou en dehors du paradigme? Ce qu'il voulait dire, c'était est-ce que je contribue à alimenter la manière dont fonctionnent les organisations ou est-ce que je viens les faire bouger? Cette question qu'il m'avait posée est une question qui, moi, me travaille encore plus depuis 4-5 ans. Parce que, sans doute, à un moment, mes convictions écologiques restaient endormies. Et là, depuis quelques années, je vois bien que le mouvement est en train de se prendre. Il y a des élèves des grandes écoles qui disent « Non, moi, je prends un chemin de traverse ». Il y a des employés qui changent de boutique. Donc, ce qui, aujourd'hui, me travaille et pourrait modifier la manière dont je suis coach, c'est est-ce que ma pratique contribue ou pas à alimenter un fonctionnement de société dont je ne veux plus. C'est une question très vaste et très complexe. On a d'ailleurs un groupe de réflexion, on est plusieurs coachs. Coaching et transition, climat, à quelle place on se met, sachant qu'on est censé ne pas vouloir pour les organisations, nous sommes là au service. Et c'est une question qui me travaille. Et est-ce que tu as intégré certains mouvements rassemblant des coachs qui s'investissent pour justement la transition énergétique, la transition écologique, c'est-à-dire en fait concrètement accompagnent les entreprises qui voudraient faire ce virage? Non, je suis plutôt à un stade de recherche et réflexion avec des collègues sur quel meilleur impact on pourrait avoir. Donc c'est vrai que je ne me suis pas investie de ce côté-là. Je vais plutôt travailler avec des personnes qui ont un peu cette même approche du monde et de la transition. Je suis beaucoup plus, moi, sur une action aujourd'hui locale, concrète, que dans les entreprises. Je peux agir auprès des voisins, agir auprès de la famille, agir auprès d'un village. On a une maison dans la Drôme, et là, c'est aussi un terrain de jeu incroyable, avec des personnes qui sont un peu plus avancées aussi que nous sur cette transition. Est-ce que cette philosophie pourrait devenir un livre? J'y ai pensé plusieurs fois. Il faudrait trouver le temps. C'est venu en filigrane dans pas mal de tes réponses, cette envie d'avoir une action concrète dans la transition, peut-être pour laisser un monde viable malgré les difficultés? Pour moi, c'était déjà présent avant d'avoir mon fils, qui a 10 ans maintenant. C'est ce qui me touche le plus, c'est un respect immense pour le vivant et une immense tristesse de voir ce qu'on en fait. De voir comment on s'est enfermé dans un modèle de développement dont on est maintenant esclave au sens de maître esclave en informatique, c'est-à-dire qu'on sert un système dans lequel on est pris. On pense le piloter, mais on est piloté collectivement. Et de voir les impacts et de voir l'urgence. Donc pour moi, c'est pas tant léguer aux générations futures, c'est on ne peut pas faire ça à quelque chose d'aussi magnifique. Et je pense qu'il y a cette image dont parlent les astronautes, ce fragile vaisseau perdu dans le noir, on n'a que ça. La Terre fertile, c'est quelques centimètres à chaque fois, quelques dizaines de centimètres. L'atmosphère, c'est fin aussi. Donc on dépend de tout ça et on est dans une espèce d'immense tentative de solution, de surhomme, disant « je suis sur la planète, je gère ». C'est préserver quelque chose qui fonctionne tout seul. C'est comment ce regard sur un système vivant et sur ses capacités propres à s'autoréguler peut nous amener à faire un pas en arrière, à dire « attends, laisse le truc se faire, laisse les choses s'organiser ». Ok. Et c'était quoi le dernier petit numéro que tu avais tiré? 24. Entre improvisation et préparation, où se situe le plus ta pratique du coaching, Karine? Alors moi, je suis plutôt dans l'improvisation.
Dans le sens où, oui, je vais relire mes notes pour savoir un petit peu quand même où en était la personne la dernière fois et ce qu'elle m'avait dit, notamment si elle avait parlé de choses qu'elle allait mettre en place, avoir ça en tête quand je vais l'accueillir. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était d'être tellement connecté à l'écoute que là vont émerger des métaphores, des images, un regard un peu méta, que je vais pouvoir partager avec le client ou la cliente et qui va aider. Mais c'est certainement pas de préparer. Toutes les fois où j'ai trop préparé, ça n'a servi à rien. Ça m'est arrivé, notamment ça m'arrive encore en supervision, de préparer une séance un peu délicate, ou à un moment d'accompagnement, il va falloir que je prenne un virage, que je me repositionne, ça je le prépare. Mais après, la manière dont je vais le réaliser, c'est de l'impro. Là, c'est des moments de plaisir. Je pense à un client un jour avec qui ça se passait, c'était pas évident du tout, il retoquait tout ce que je disais, chaque reformulation était fausse, alors évidemment, pour une bonne élève, c'est très énervant. Donc j'avais toujours tout faux. Et puis je le regardais un peu comme ça, et puis j'ai dit « Ah, vous êtes dur en affaires, vous ?» Il me dit « Ah non, vous allez pas me dire ça, vous aussi ?» Je dis « Vous dire quoi ?» Les personnes qui m'ont accompagnée jusque-là, à chaque fois, elles me disent que je suis compliquée, etc. Et voilà, et c'est ce moment de vérité. J'ai laissé émerger chez moi le côté pénible gars quand même, pour que ça génère un échange méta et une métacommunication très riche et très authentique. Et qui lui a permis de conscientiser ce qu'il faisait vivre aux autres, probablement. Oh, il le savait déjà. Fait une petite piqûre de rappel sur le moment pour dire « Ah mince, je suis encore en train de faire ce truc qui est pénible pour les gens. » Alors pour faire une transition vers la suite de notre entretien, je te propose une pause musicale entre 32 et 33 correspondant à tes choix musicaux. Où va ta préférence ? 33. Alors écoutons ce que tu as choisi donc, sans savoir précisément de quoi il s'agit, et nous en parlerons juste après. Donc il s'agit de l'enregistrement du chant d'un merle. Pourquoi ce choix, Karine ? Déjà parce que c'est de la musique. Un merle chante très bien. En face de mon bureau, il y a un bac et il y a tout le temps des merles qui viennent grenouiller. Et j'en vois aussi à la campagne et je les écoute. Et c'est un oiseau que j'aime particulièrement pour son côté mélodieux. C'est gai, c'est tonique, c'est vivant, c'est solaire. J'aime beaucoup ça. Donc pourquoi j'ai choisi un oiseau ? Parce que je me dis, mais nous avons créé une culture musicale. Mais la musique, le chant est déjà partout, au naturel, pour peu qu'on écoute. Et c'est aussi parce que c'est un chant qu'on peut entendre, mais on ne peut pas toujours identifier l'oiseau en question, on ne le voit pas. Il y a un élément qui m'a marqué, que j'ai trouvé singulier et sympathique dans tes livres, c'est le langage des oiseaux, que tu utilises beaucoup, me semble-t-il. Tous les titres des chapitres, les noms aussi des personnages. En lisant à haute voix ce qu'on lit qui ne semble pas faire sens, le sens jaillit. Il y a un côté pédagogique, mais c'est surtout pour créer de l'humour et de la légèreté. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ces sujets-là sont profonds. On parle d'êtres humains pris dans leurs contradictions, dans leurs paradoxes, dans leurs difficultés à bouger. Et je trouve que quand on peut mettre un petit peu d'humour dessus, donc oui, le langage des oiseaux. Est-ce que c'est pas aussi une forme d'humilité ? De pas se positionner en tant que sachant, mais juste partager un moment, une réflexion, une perception et dire avec un petit trait d'humour, il y a peut-être un peu de vrai, mais c'est pas sûr, quoi. C'est très juste, je me méfie beaucoup de la position haute dont on parlait tout à l'heure. L'humour, la légèreté, le côté bienvenue au club, je m'inclus souvent dans ce que je raconte en disant mais nous faisons tous des tentatives de solution, moi la première. Nous faisons des erreurs de communication. C'est pas pour parler de soi, c'est simplement dire on est au même niveau, enfin, tout le monde patine dans cette matière qui est la relation à l'autre, qui est d'une infinie complexité, surtout avec les enjeux en entreprise. J'aime bien rajouter ce côté, toi tu dis humble, oui ça me parle. Et l'autre élément qui m'est venu évidemment par rapport à ce choix musical original, le chant d'un oiseau et le chant d'un merle, c'est le nom de ta société. Le colibri, c'est un petit oiseau, c'est aussi la notion de faire sa part. Alors figure-toi que le colibri est venu en 2009, je crois. J'étais allée dans le Dakota du Nord et j'ai vu un colibri. Et je n'ai pas cru mes yeux de ce que je voyais, tellement cette créature était magnifique. Je rentre en France et là, synchronicité, je tombe partout sur des colibris, dans un texte, sur une affiche ou ailleurs. J'avais besoin à l'époque, en m'installant comme coach, d'avoir un peu une identité, de me créer une identité et le colibri m'allait assez bien. Le côté très agile, virevoltant.
Et ensuite, j'ai découvert le mouvement des colibris rattaché à Pierre Rabhi. Là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Alors, à présent, je te propose une interview rétrospective de ta carrière, Karine. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière ? C'est un jour où je termine un accompagnement avec une jeune femme qui était une dirigeante de société. J'avais eu pendant 6-7 séances. Et qui me dit, de toute façon maintenant, je sais comment faire parce que depuis quelques semaines, à chaque fois que je rencontre une situation difficile, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'elle me demanderait, Karine, qu'est-ce qu'elle me demanderait ? Et je me pose la question et j'y réponds. Et j'étais très contente, et je reste très contente quand on me raconte cette histoire-là, parce que je me dis, au fond, ils ont intégré la gymnastique. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, on peut commencer comme ça tout seul, faire un pas de côté. La séance a permis de modéliser finalement un mode opératoire qu'ils se sont approprié. Exactement, et qu'ils arrivent à s'appliquer à eux-mêmes, tout seuls. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un ou une cliente ? Un jour, un dirigeant d'une société qui me dit « J'aimerais que vous coachiez mon associé ». Mais il pense qu'on sera coachés tous les deux. Il faut qu'il pense qu'on sera tous les deux coachés chacun de notre côté. Moi, j'ai pas besoin de coaching, mais lui, oui. Donc j'aimerais que vous le rencontriez et que vous puissiez l'accompagner. Donc évidemment, je dis « Mais lui, il en pense quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ?» Ah, mais bon, c'est quelqu'un d'intelligent, il sait qu'il a des choses à améliorer. Donc, je me trouvais prise dans cette triangulation. Ce qui a été tout à fait intéressant, ça a été que, après avoir âprement négocié, expliqué, fait de la pédagogie, j'ai reçu associé numéro 2 dans mon cabinet, en lui disant, bienvenue, on va travailler sur quoi ? Il m'a dit, je sais pas, je suis venue pour faire une formation. J'ai dit, ça commence bien. Et puis, on a un petit peu parlé et je lui ai expliqué, je lui ai redonné simplement le cadre du coaching. J'ai dit, le coaching, soit vous venez parce que vous avez un besoin de changement, soit quelqu'un a décidé que vous aviez besoin de changer. Moi, c'est que je travaille comme ça ou comme ça. À ce moment-là, il a compris ce qui se passait. Il m'a dit, merci de votre franchise, je vais parler avec mon associé. Et j'ai reçu un appel de l'associé numéro 1 quelques temps plus tard en disant, merci, on n'a plus besoin de vous, c'est bon. La non-séance, voilà. C'est intéressant. Et du coup, il a payé la séance quand même ou pas ? Ah oui, quand même. Minimum, quand même. Il y a eu de la solution qui a émergé. Un changement dans le système, oui. En allant au bout de la tentative de solution, ça s'est renversé. Donc c'est un peu l'accompagnement le plus rapide de l'Ouest, quoi. Voilà. C'est rarement comme ça, je préviens, c'est un accident. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients et ou tes élèves disent de toi ? Ce que j'aime le plus, je pense, c'est quand ils disent que je leur ai apporté de la liberté dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Le monde est plus vaste, ils ont des ailes plus grandes, ça j'aime bien. Pas forcément qu'ils ont explosé leur potentiel, parce que ça m'intéresse assez peu. Donc libérer peut-être, éclairer, libérer, apaiser. Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative des coachs ? Bon pardon, mais ça va être une décision de me faire coacher, parce que je vais être en difficulté si je dois présider une fédération. Je pense que j'ai pas le profil. Mais c'est une bonne décision en même temps. Ouais, c'est une bonne décision. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ? C'est pas un regret, je pense que j'aurais commencé par l'approche systémique en premier. Et ensuite, j'aurais peut-être vu d'autres approches et outils. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs, les auditrices retiennent de notre entretien ? Si, moi j'ai envie de partager peut-être une chose, la plasticité du vivant et de l'évolution de chacun. Moi j'ai longtemps cru et entendu, on ne change pas, les gens ne changent pas. Et je pense qu'il y a énormément d'ouverture possible dès lors qu'on est sur une adaptation d'une personne dans un contexte, avec un type de comportement. Enfin, c'est pas changer sa nature, son caractère, c'est des petits ajustements qui peuvent faire des grandes différences. Donc ça, j'y crois beaucoup. L'autre chose, c'est un passage d'un livre de Shackleton sur l'Odyssée de l'endurance. Il dit qu'à un moment, en fait, quand tout semble vraiment fermé et bloqué, la situation se renverse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert de la vie aussi et de ma pratique. C'est les renversements, comme ça, les choses. D'un coup, ça devient possible alors que ça ne l'était pas. Donc c'est retenir cette plasticité, cette possibilité permanente, une sorte d'optimisme peut-être, pourquoi pas. Je pense que aussi un point que j'ai à cœur, c'est l'autodérision. La co-responsabilité, elle peut être un peu lourde. J'ai foiré, j'ai pas fait ce qu'il fallait, tu parlais de séances ratées. Je crois que l'autodérision, dire « Ah oui, ok, je me suis bien enferrée dans le rôle de la bonne élève, maintenant comment j'en sors ?» Ce petit clin d'œil pour dire « Allez, c'est pas si grave, on a quand même bien le droit de changer après tout. » Alors je te propose à présent de parler d'un roman graphique dont je t'ai suggéré la lecture. Pour notre entretien, je t'ai proposé « Enfin je vole », Eugène Bullard, pilote dans l'armée française, de Bram Revel et Ronald Wimberly, édité par Marabule et sorti en mars 2023.
Alors en fait, il s'agit de Eugène Bullard, qui est un héros de la guerre, qui est symbole quand même de force, de conviction face à la discrimination dont il fait l'objet. C'est un homme de couleur. Il est engagé dans l'armée française et il devient l'un des premiers pilotes de chasse afro-américains de l'histoire. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, la lecture de ce livre ? J'étais surprise en lisant parce que je m'attendais très rapidement à ce qu'il soit pilote, mais il y a tout un préambule, il se passe beaucoup d'épisodes avant. Et ce qui est frappant, c'est la détermination de cet enfant, de ce jeune homme qui est adolescent à l'époque, qui part avec un sac, qui s'enfuit et qui va traverser des épisodes assez incroyables les uns après les autres, et qui toujours rebondit et avance. Et sur un pari, finit pilote d'avion pour l'armée, et il s'en sort très bien, alors que c'est difficile de piloter, mais il arrive bien à prendre en main l'avion. Puisque ça se passe à la Première Guerre mondiale, donc les avions n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui, et piloter un avion, c'était en gros utiliser un manche qui avait une maniabilité assez relative, donc il y avait beaucoup de risques. Moi, je l'ai vécu comme un symbole de pugnacité, comme un symbole aussi de résistance face aux déterminismes sociaux, et aussi une envie de réussir chevillée au corps, et il y a beaucoup de notions dans ce roman graphique. Il y a beaucoup de notions. Ceux qui le fuient ou ceux qui le rejettent, on ne sait pas exactement si c'est pour des valeurs ou par peur. Quand il dit « moi je pars d'ici parce qu'ici on n'est pas aimé, et si on nous rejette, on nous frappe, on nous maltraite ». Donc avant de réussir, finalement, il est quand même passé par des points assez sombres. C'est cette détermination et cette volonté qui ressort. Le côté multiples possibilités aussi. C'est quelqu'un qui va à un moment donné traîner avec des musiciens, être pilote d'avion. Et il y a aussi l'humilité avec laquelle il raconte son parcours. Il est dans l'ascenseur, ils sont coincés, et il commence à raconter sa vie. Mais chaque fois, il minimise un peu ses réussites. Il dit, bon, bah voilà, oui, j'ai fait ça, oui, certes, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai que le roman commence par cette rencontre un peu fortuite dans un ascenseur, et il arrive à bluffer la personne qui est avec lui dans l'ascenseur, et finalement, ils vont passer un peu plus de temps que prévu pour dérouler plutôt le fil narratif de sa vie. Il y a aussi une sorte de symbole de résilience qui est très très fort. Est-ce que ça a pu te rappeler peut-être certains de tes clients, tes clientes ? Une sorte de conviction que tout est possible ? Oui, ça c'est en filigrane parfois. Chez certaines personnes, c'est pas forcément verbalisé ou dit, c'est pas je me dis que tout est possible. Simplement, elles sont portées par vraiment une disposition d'esprit ou d'attitude dans la vie qui est j'y vais, pourquoi pas après tout. Mais des personnes très résilientes ou dont moi j'ai pu saluer le parcours quand elles m'ont raconté d'où elles venaient, comment elles avaient avancé. Elles m'ont dit, mais avec tout ça, disons, vous êtes encore là et vous ne lâchez pas, ou alors au contraire, vous avez rebondi, vous avez réinventé des choses. Je peux croiser ça aussi, oui. Cet homme dans l'ascenseur qui écoute assez religieusement ce que lui dit Eugène Bullard, j'ai trouvé que c'était une jolie parabole de ce qu'est aussi le coaching, que d'honorer le vivant, honorer les efforts consentis, les réussites, mais aussi les échecs qui peuvent être très très puissants en termes d'enseignement. Je trouve aussi, en fait, il y a une attitude de curiosité pour l'autre, de place à l'autre. Donc cette personne dans l'ascenseur, en fait, ils sont coincés parce que l'ascenseur est en panne. Donc pendant tout un temps, ils se retrouvent à échanger. Et effectivement, il interroge Eugène Bullard avec beaucoup d'intérêt, de considération, de curiosité. C'est un peu, je trouve, cette emphase que parfois, en tant que coach, on peut s'autoriser à mettre, disant à quelqu'un, mais quand même, vous avez fait tout ça. Il ne s'agit pas de flatter ou de dire des choses qui font plaisir. C'est plutôt, face à quelqu'un qui ne reconnaît pas son propre talent, pouvoir le lui refléter. Écoutez, de ma modeste place, moi je suis épatée. C'est ce que vous avez fait, quand même, il fallait le faire. Aider peut-être la personne à reconnaître ce qui a été traversé et la puissance du vécu et la puissance de la résilience qui a été mise en action. Voilà, c'est aussi pour ça que je t'avais proposé ce roman graphique. J'ai trouvé une jolie métaphore de ce qu'est notre métier de coach. Très juste, joli choix. À présent, écoutons un extrait de la musique que tu as choisi pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. Alors il s'agit de la musique du film d'animation japonais Le Château ambulant de Hayao Miyazaki, sorti en 2004. Pourquoi ce choix
pour incarner ton parcours, Karine? Pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup les films de Miyazaki, l'univers, la créativité, l'imagination qu'il y a dedans. Les musiques de Joe Hisaishi, j'aime énormément aussi. Il est également compositeur pour Takeshi Kitano en particulier. C'est des musiques qui s'envolent, je pense qu'elles sont assez romantiques, elles sont riches de pas mal d'influences quand même de musique classique européenne. Et pour autant, il y a ce côté japonais qui est collé dans la musique. Pourquoi ce morceau-là en particulier ? Parce que quand moi je me suis mise à faire du piano, évidemment, comme d'habitude, je fais pas les choses dans le bon sens. Et donc, je suis allée chercher des morceaux un peu difficiles. J'avais commencé par John Williams, Star Wars. On peut trouver des partitions simplifiées, mais bon, voilà, j'ai quand même voulu chercher un peu. Et là, à un moment, je me suis lancée, après avoir vu cet Américain faire cette interprétation du château ambulant. J'ai voulu m'y coller. J'ai demandé de l'aide de ma prof de piano. Elle m'a fait une version un peu allégée quand même. Je me régale, c'est l'envolée. Ce que j'aime bien dans cette interprétation de ce morceau par Kyle Landry, c'est qu'il va dans une douceur extrême, une délicatesse, on sent à peine les doigts sur les touches. Et par moments, il va taper comme un bourrin. C'est-à-dire qu'il va vraiment aller très fort dans le côté presque colérique, tellement c'est fort. C'est très lié, par moments c'est très ponctué, enfin toute la palette. Ce film, c'est aussi une protestation politique. Il était opposé à l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Et finalement, à travers cette création, c'était aussi faire l'éloge, une ode au pacifisme dans les relations internationales. Pour moi, il n'y a pas de message politique, c'est bien plus un message sensoriel du cœur et universel de ce qu'on ressent. En 2013, Miyazaki a déclaré que le château ambulant était son œuvre préférée. Je voulais faire passer le message que la vie vaut la peine d'être vécue et je ne pense pas que cela ait changé. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Ça m'émeut. Bah oui, parce que je pense que moi-même, je rencontre, comme tout un chacun, des difficultés de vie, familiales ou autres. Il y a des moments où ça peut m'affecter, où ça a pu m'affecter. Ça peut être difficile à vivre, ça peut décourager. Et tout rejaillit, comme dans un manège. Il y a cette idée de manège, ça tourne comme un manège, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une autre facette va se présenter et on repart sur le bonheur d'une après-midi, le bonheur d'un accompagnement, un jardin. C'est repartir à chaque fois. Ce mouvement-là de la vie, de le ressentir dans ses tripes, de dire « Ah ouais, des fois c'est dur, mais qu'est-ce que ça vaut le coup ?» Est-ce que c'est pas aussi ce qui est un peu en sous-jacent dans tes deux livres, en tout cas dans les deux que j'ai lus, à savoir que tenter le changement, ça vaut la peine d'être vécu ? J'aimerais bien être celle qui dit ça, moi-même qui ai du mal à changer. J'ai une vision du monde parfois qui est bien arrêtée, j'ai des valeurs avec lesquelles je ne peux pas négocier, donc je ne suis pas une très très bonne cliente pour ça. Mais je suis la première à reconnaître que c'est chouette de changer, que finalement ça allège la vie. Quand on est passé de l'autre côté et que c'est vrai que même si on a du mal à l'aborder ce changement, tentons le coup, voyons ce que ça donne. Sur un malentendu, peut-être que ça peut faire quelque chose de bien. Alors après 2h54 d'entretien, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'on pourrait parler comme ça pendant 20 heures, que c'est très confortable, merci David. C'est chouette, on est comme dans une bulle. Je me sens comme si tu avais réveillé chez moi des trucs gays, alors qu'il n'y avait pas que ça. Alors, avant de clore notre entretien, je vais rappeler le titre de tes deux livres dont nous avons parlé dans cet épisode. Essaye encore, déjouer les pièges relationnels au travail avec l'approche de Palo Alto. Donc là, c'est une coécriture avec Estelle Boutan et c'est sorti chez Henrik B Éditions en 2020. Et puis, trop bon élève au travail, attention danger, savoir échapper aux pièges de la suradaptation professionnelle, c'est sorti en janvier 2021 chez Inter Éditions. Je vais également rappeler le titre du roman graphique « Enfin je vole » de Brahms Revel et Ronald Wimberly, édité par Marabule et sorti en mars 2023. Merci Karine d'avoir accepté cette invitation à retracer ton parcours de coach. Merci beaucoup David pour cet échange très riche. Parcours de coach. Merci de votre écoute. Découvrez nos deux séries de podcasts intitulées Un coach à la une et Parcours de coach sur le site www.lemediadescoachs.com. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach,
une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.